Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 6 janvier 2026 et c'est l'épisode 457 avec le CES qui marque le début de l'année. Ça déroge pas à la tradition en ce début d'année 2026 avec des affichages, des ordinateurs, des gadgets, de l'énergie et même des jouets connectés, des Lego connectés. On va en parler ensemble dans ce premier épisode de Tech Café de 2026. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste. Et je ne suis pas seul, il est avec moi encore cette année. Il est à la tech ce que le morbier est à la raclette. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Ça fait quoi le morbier dans la raclette? Est-ce que t'as pas suivi les discussions sur Discord sur la raclette? Sur la raclette? Ah non, la raclette, non. C'était la discussion à ne pas manquer dans la rubrique cuisine. Pierre-Olivier Dimman parlait du fromage à raclette qui n'a pas de goût, qui est assez insipide. Et donc tout le monde tombait d'accord sur le fait que le morbier est quand même un fromage qui a beaucoup plus de goût pour la raclette. Mais bon. Mais oui. Voilà. Guillaume, je te souhaite officiellement une excellente année et une bonne santé, bien évidemment. Bonne santé et surtout la santé. Hein. Et surtout la santé. Et on à peut... nos âges, maintenant, ça y est. Hein, c'est ça. Important. Et on peut adresser également ses vœux aux auditeurs et aux auditrices. Alors, je vais donner des petits éléments de coulisses. En fait, on vient de se connecter ensemble avec Guillaume il y a quelques minutes. Et en fait, j'allais lancer l'épisode sans aucune politesse, sans me renseigner sur ses fêtes, etc. Et donc, juste avant que je lance, je lui fais... Je demande à Guillaume s'il a passé de bonnes fêtes et il me fait oui. Donc, je sais que tu as passé de bonnes fêtes et je suis désolé de cette manière un peu précipitée de me renseigner. En tout cas, voilà. Merci en tout cas. Et café, c'est chaleureux hein, comme podcast. Ah bah attention, hein, c'est l'humanité avant tout. À l'heure des IA, on sait que c'est l'humanité qui prime, sinon on va se faire remplacer. Donc évidemment, on met beaucoup d'artifices, on ne parle pas que de tech, on met beaucoup de relations humaines, c'est important, vous l'avez compris. Merci beaucoup en tout cas de continuer à nous écouter. Et puis bah oui, j'espère évidemment que vous avez passé malgré tout de bonnes fêtes. Vous n'avez pas forcément toujours eu l'opportunité ou même parfois la volonté de marquer le coup, mais en tout cas j'espère que vous avez passé des bons moments. Vous nous avez manqué, il y a certains éléments de l'actualité qui nous ont manqué, d'autres je vais pas vous mentir, pas trop hein, et pas que de l'actualité tech, mais en tout cas on va être repartis ensemble pour une nouvelle année pour relayer tout ce qui se passe dans le monde de la tech et passer d'excellents moments ensemble. T'as pas eu besoin de la poste par exemple toi Guillaume en fin d'année? T'as pas eu besoin d'elle? Bien sûr que si. Et voilà, et donc tu es tombé en plein moment où Bien la poste vous aide de pirate à merde. C'était un vrai problème hein, la poste qui s'est fait hacker, qui a eu des attaques en fin d'année 2025. Merci beaucoup à Romain Nissen, à Destaïkov. Désolé, j'écorche un peu ton pseudo. Je pense Alexandre Orifei, Cal78, Armand Delessert et Aya Druid 17. Merci beaucoup de vous être abonnés sur patreon.com/techcafé. J'en profite aussi pour vous dire qu'avec suite à des suggestions que j'ai eues, j'ai créé un niveau mécène sur Patreon. Alors voilà, c'est plus destiné aux entreprises et éventuellement aux marques qui souhaiteraient que je puisse citer leur nom durant chaque intro d'épisode. C'est les places sont limitées, donc allez jeter un coup d'œil, patreon.com/techcafé. Je vous en reparle au milieu de l'épisode parce qu'on a beaucoup de choses à partager, en particulier une actualité assez chaude parce que oui, comme je vous le disais en intro, c'est le CES, c'est donc le salon dédié à la tech qui dicte un petit peu les tendances en tout début d'année. On n'en manque jamais une miette. On a même fait en décembre une série de 3 épisodes sur le salon en tant que tel avec les compères suisses de Swiss for Tech, ce qu'il représente, son histoire. Et si vous n'avez pas écouté ces épisodes, évidemment, allez les écouter. C'est dans le flux de Tech Café. Mais on fait déjà là ensemble le tour sur ce qui a été présenté et sur ce qui a émergé dans la presse spécialisée. Il y a eu aussi les conférences de grosses boîtes tech, Guillaume. L'actualité est chaude grâce au CES. Oui, c'est vrai. Alors moi, je l'avoue, j'ai pas regardé en détail les annonces Samsung et LG. Il y avait des conférences, hein, donc je veux dire que voilà, je les ai pas regardées. Je me suis plus intéressé à celles d'AMD, d'NVIDIA et d'Intel. Hein, vous me connaissez. Hein. Chez Samsung, néanmoins, j'ai quand même repéré un truc marquant qui sera peut-être, c'est peut-être un détail pour vous, hein, mais pour l'iPhone, ça veut dire beaucoup. C'est un nouveau modèle d'écran OLED pliant qui, incroyablement, n'a aucune pliure apparente. Alors, je dois l'avouer, je suis une chochotte, hein, et autant j'aime l'idée des téléphones pliants, autant je suis un peu refroidi par la pliure inévitable qu'il y a au milieu, ce creux-là, quand je vois la tas des appareils d'occasion sur le bon coin aussi, c'est vrai que ça refroidit un peu, et pourtant, en marge de la présentation, il y avait, dans un coin de stand, comme ça, un prototype d'écran pliable, de la taille de ce qu'on peut trouver sur un Galaxy Z Fold, hein, mais qui avait aucune pliure apparente, ou alors vraiment minimale, quoi. Alors, c'est pas un écran qui est prêt à être commercialisé tout de suite, hein, mais il montre que c'est possible, c'est-à-dire...
que bah oui, on peut avoir des écrans comme ça, apparemment, qui restent plats quand ils sont vraiment dépliés. Et selon les rumeurs, effectivement, le futur iPhone qui serait pliant, enfin le futur modèle pliant de chez Apple, aurait, selon les rumeurs, un écran qui aurait justement pas de creux au milieu, quoi, qui se différencierait comme ça. Bon, j'ai pas non plus regardé la conférence LG, donc en direct, pas vu trop ce qu'ils avaient annoncé, mais il y a quand même pas mal de trucs qui ont filtré même avant. Et on n'arrête pas le progrès, bien sûr. Hein. Bon, c'est un peu ironique, puisque bon, évidemment, il y a eu une galerie TV. LG a sorti sa galerie TV qui fait la même chose que les Samsung Frame que tu aimes tellement. Oui. Tu sais, cette télévision en guise de tableau avec un traitement de l'écran qui s'apparente sans doute un petit peu à une sorte de NXT Paper, hein, donc un traitement mat qui permet d'avoir une télé qui ressemble vraiment à un grand tableau et donc tu peux utiliser ça pour afficher une belle image fixe en consommant de l'énergie pour que dalle. Quel bonheur. Du reste, LG a aussi présenté des TV OLED impressionnantes, hein, toujours plus fines, avec 9 mm d'épaisseur, voilà. Traitement anti-reflet aussi d'ailleurs, et elles sont sans fil, voilà, c'est pas non plus une totale nouveauté, mais oui, il y a le câble électrique bien sûr, mais tout le reste est connecté par radio à une box qui peut jusqu'à 10 mètres maintenant. Bon, c'est impressionnant, après je dirais pas ça pour les frigos, parce que oui, il y avait des frigos OCS, comme tous les CES, comme tous les ans, il y a des frigos. Voilà, des frigos que les constructeurs s'acharnent à vouloir blinder de techno inutiles. Bon, voilà, cette année, c'était la commande vocale. Votre porte de frigo peut être ouverte ou fermée, aïe, à la voix. Incroyable. Comment on faisait avant, je sais pas comment on faisait avant pour ouvrir nos frigos. Alors, bien sûr, les IA des frigos sont désormais aussi dopés au LLM, hein, ça, évidemment, c'est notable. Il faut bien 1 milliard de paramètres pour reconnaître que telle étude est en train de pourrir, hein, tu remarqueras pas ça à l'odeur toi-même, hein, c'est évident. Bon, je suis taquin, parlons d'autre chose. Il y a eu la continuité d'ailleurs, tu sais que maintenant ils font aussi des fours qui, grâce à l'IA, arrivent à identifier quand t'es croissant, et ils donnent spécifiquement cet exemple. Je sais pas s'il y a grand monde qui fait ses propres croissants, cuire ses propres croissants au four, mais en tout cas ils savent quand ton croissant est parfaitement cuit, grâce à la reconnaissance d'image et grâce à l'IA. Et d'ailleurs c'est un petit peu quand même ce qu'on peut identifier, vous pouviez vous y attendre, hein, sur ces quelques conférences. Alors je n'ai pas vu beaucoup plus que toi, mais j'ai quand même vu le résumé de la conférence de LG, et je retiens deux choses. C'est que d'une part il y a de l'IA partout, hein, partout dans ta maison. Ils veulent que la maison soit à zéro effort grâce à l'IA, grâce notamment même à des robots. On en reparlera un petit peu plus loin dans l'épisode. Le pauvre CEO qui fait un petit peu, qui évoque pour moi un petit peu la souffrance. J'ai l'impression qu'il est vraiment en peine. C'est un nouveau CEO chez LG, si j'ai bien compris, et on peut pas dire qu'il est parfaitement aguerri quant aux prises de parole de communication commerciale et communication en public comme ça. Mais le dernier élément qui me saute aux yeux un petit peu, c'est qu'ils n'arrêtent pas de parler d'IA, et donc comme plein d'autres, hein, évidemment. Mais je ne sais pas si tu as identifié chez Dell ce qui s'est passé. Ils reviennent sur leur nomenclature de PC portable qu'ils avaient initiée l'an dernier en faisant un aveu, en disant notre nomenclature était pourrie, et ils disent eux-mêmes que de parler d'IA, en fait, ça ne fait pas vendre de PC portable, voire même on vend beaucoup plus de ce qu'ils appellent des AI PC qu'avant, en ne disant pas AI, PC. Donc, il y a même cette nomenclature intelligence artificielle. Je pense que les boîtes vont peut-être s'en rendre compte cette année. Mais non seulement elle ne fait pas vendre plus, mais elle fait même moins vendre. Donc, il va falloir orienter un petit peu les discours quand même. Plus pragmatiquement, je ne sais pas si ça va être très pragmatique en fait, mais en tout cas peut-être plus concret que de l'IA, il y a les Lego qui ne seront plus jamais comme avant. Donc c'est en tout cas ce dont on voudrait nous convaincre, ce dont voudrait nous convaincre Lego avec les Smart Bricks, c'est des petites pièces Lego connectées. La promesse, Guillaume, elle est très grande, rendre intelligentes nos constructions, c'est ça ? Oui. Oui. Sinon, s'il y a bien une marque que je ne m'attendais pas à voir au CES, c'est bien Lego, hein, qui est quand même pas très connu pour ses produits de pointe. Alors je sais, il y avait Mindstorm, tout ça, mais je pense qu'ils en font plus des Mindstorm, ce qui est assez dommage d'ailleurs. Mais bon, Lego donc arrive au CES cette année avec, je cite, sa plus grosse évolution depuis 50 ans. Voilà, rien que ça. Depuis l'introduction de la minifig en 75, il n'y a rien eu de plus marquant. Alors spoiler, hein, cette affirmation repousse les limites du bullshit corporate, je pense, vraiment. De quoi on parle ? De briques Lego qui sont plus vides, mais pleines de tech, alors qui sont en elles-mêmes assez cool, hein, c'est vrai, hein, mais dont les applications me semblent quand même complètement anecdotiques. Des briques dites intelligentes qui regroupent donc de la lumière, du son, mais aussi des capteurs, donc un microphone, un capteur NFC, des accéléromètres, hein, selon, et qui peuvent donc activer des effets sonores ou de la musique, hein, si elles sont manipulées, si elles captent un son, si on approche une autre brique avec un tag NFC, comme une minifig spéciale, par exemple. Donc les briques, les briques que vous avez, donc les briques intelligentes, hein, forment un réseau Bluetooth
qui contient un microcontrôleur que vous pouvez programmer via une app sur votre téléphone. Alors ça fait pas mal de tech tout ça, et pourquoi faire? Bon, alors les exemples qu'on a qui viennent de vu des 3 démos. nouveaux sets Star Wars donnent un aperçu, donc c'est jouer Ouais. la marche impériale quand Mini Palpatine s'assoit sur son trône, ou alors ça fait piou piou zou zou quand les minifigs se battent au sabre laser. C'est exactement ça. Une voiture qui peut faire du bruit et changer de son quand elle passe à un endroit précis, je sais pas, voilà, la ligne d'arrivée. Bon, on va se le dire, hein, ces exemples sont complètement anecdotiques. N'importe quel enfant, y compris moi-même d'ailleurs, sonorise avec sa bouche ses propres Oui, songes de jeu. absolument. On fait beaucoup mieux piou piou que la brique intelligente. Je vois pas en quoi une brique qui fait piou piou à ma place c'est une révolution. Pour l'instant, ces briques servent surtout à vendre 70 balles un set de 400 pièces. Et je parle même pas de la durabilité, parce qu'ils disent oui, moi ça dure plusieurs années. Ouais, donc déjà combien d'années? Et puis ça dure certainement pas 20 ans, hein, parce que les briques, évidemment, elles se rechargent, ça c'est assez marrant aussi, hein, elles se rechargent sur une plaque par induction. Donc vous rechargez votre brique intelligente par induction juste en la mettant sur la plaque, quoi. Mais bon, du coup, dans 10 ans, à mon avis, marchera plus, hein, c'est tout. Alors le pire de tout, c'est que ça a quand même du potentiel, mais disons que ça a du potentiel en plus d'un système sérieux d'automatisation, comme Mindstorm par exemple, hein, parce que Mindstorm c'était cool, hein, il y avait des moteurs, de la programmation, des capteurs, ok, là vous rajoutez des capteurs, tout ça, il y a un certain potentiel, tu vois. Peut-être qu'ils vont l'exploiter à l'avenir mieux, ce potentiel. Mais pour l'instant, je veux dire, tu colles Palpatine sur son trône, ça joue de la musique, bon, c'est marrant 2 fois ou 3 fois, quoi. Bon, si vous êtes un enfant de moins de 10 ans, vous multipliez ça par 5, mais enfin, est-ce que ça vaut, tu vois, je sais pas, pour l'instant, franchement, je suis dubitatif. Je doute que faire piou-piou avec une brique ne permette de vraiment recueillir l'engouement des enfants et des parents pour payer encore plus cher les sets de Lego qui sont déjà pas donnés. Mais effectivement, on peut imaginer qu'il y ait d'autres applications à l'avenir, peut-être des jeux un peu plus évolués. Laissons-leur le bénéfice de l'innovation et de la R&D. Après tout, on n'a qu'une seule hâte, c'est de voir que toute cette technologie dépensée puisse être plus enthousiasmante que simplement faire de la musique. Nvidia a aussi pris la parole pendant le CES. Le célèbre constructeur de cartes graphiques a même annoncé un nouveau modèle d'intelligence artificielle. Je voulais absolument le placer, Alpha Mayo. Et croyez-moi, je vais avoir du mal à manger des frites s'il n'y a pas de maillot. Voilà, au moins ça c'est fait. Et puis, on a aussi des nouvelles sur la technologie de rendu graphique pour les jeux vidéo, le DLSS, avec une nouvelle version qui permet de générer 6 fois plus d'images. Incroyable. Ah oui, parlons de ça. Oui, effectivement, c'est la première fois, peut-être, hein, depuis toujours, je sais pas, Nvidia n'a pas annoncé de nouvelles cartes graphiques au CES. Donc il n'y a pas de 5000 Super cette année. Vu la conjoncture sur la RAM, on s'y attendait un peu. Pour les joueurs, donc il n'y a pas eu de matériel, il n'y a pas eu de matériel vraiment, quoi. Il n'y a pas eu de cartes graphiques, mais il y avait quand même des choses. Alors, tout le reste, c'est sur le matériel. Du matériel, c'était pour l'IA, hein, ça devient une habitude. Bon, soyons juste quand même, le DLSS 4.5, c'est quand même assez cool. C'est quand même une bonne nouvelle. La version 4.5 donc, de cette upscaling IA, hein, voilà, qui génère aussi des images entières pour booster la fluidité. Bon, je vous apprends sans doute rien, hein, ça s'améliore encore à tous les niveaux. Déjà, et c'est cool, la qualité d'image de la version 4.5 progresse encore par rapport à les versions d'avant. Hein. Il y a un nouveau réseau de neurones, il y a un nouveau transformer qui tourne. Et ça aussi une très bonne nouvelle sur toutes les RTX. Donc, même votre Vial 2060 peut bénéficier d'une meilleure qualité d'image, et c'est quand même pas négligeable. Et on a aussi du nouveau pour la génération de frame, hein, pour l'amélioration de la fluidité. On passe à la 6e, avec jusqu'à 5 images générées pour une image réelle. Mais ce qui est plus intéressant, je trouve, c'est la possibilité que ça prend avec la génération adaptative. Ça c'est plutôt pas mal, parce que désormais, DLSS peut choisir de générer plus ou moins de frames selon que ta carte galère plus ou moins, en fait. Si le jeu galère pas du tout, si ça va, s'il n'y a pas grand-chose à l'écran, si tu regardes un mur, je sais pas, par exemple, il va pas générer de frames, en fait, ou la génération va être très très faible. Disons 1 ou 2 images. Et puis, les pixels réels, du coup, seront plus présents. En fait, la qualité d'image sera globalement meilleure. Au contraire, quand il y a de l'action frénétique, n'est-ce pas, avec plein d'ennemis, des particules, tout ça, la carte va générer plus d'images pour maintenir la fluidité. Il y a une fluidité à peu près fixe, quoi. C'est malin parce que, justement, dans ces moments-là, faut un peu moins on fait justement moins attention aux petites imperfections qui peuvent arriver, et du coup, on va être un petit peu occupé avec autre chose. Et donc, ça passe quand même très bien. Donc c'est quand même cool, mais enfin bon, hormis de ça, rien pour les joueurs. Nvidia donc évidemment a montré son nouveau couple CPU-GPU, Vera Rubin, qui est encore plus meilleur que celui de l'an dernier. Alors c'est quand même annoncé à 2024, hein, mais là ça y est, c'est plus donc ultra cher et ultra puissante, va remplacer les Grace Blackwell cette année, deuxième trimestre a priori. Alors Nvidia annonce 3 fois et demi plus de vitesse en entraînement, 5 fois plus en inférence, comme toujours, tout ça dépend des précisions que vous allez utiliser. Voilà, les Rubin peuvent faire de l'entraînement en 4 bits, les performances brutes dépendent aussi du type de matrice que vous manipulez. On n'a pas du tout le temps de trop rentrer dans les détails, mais voilà, évidemment c'est mieux, mais effectivement,
Nvidia a aussi présenté une nouvelle IA qui s'appelle, enfin qui a le meilleur nom, faut le dire, hein, c'est Alpamayo. Alors j'ai cherché, c'est une montagne au Pérou, et moi, figure-toi que ça me fait penser à un kebab alpaga mayonnaise, tu sais, le Ah, kebab ok. péruvien. D'accord, Ouais, je très connais bien. bien un Alpamayo, supplément samouraï. Ça a beaucoup de sens quand tu le dis comme ça, effectivement. Ah oui, bah pourquoi ça doit être très bon l'alpaga. C'est vrai. Alpamayo, c'est une IA pour voiture autonome. C'est un réseau de neurones qui regarde la route, en gros, hein, qui sort des actions pour conduire une voiture, comme Tesla le fait du reste, hein, mais lui, il sera capable de raisonner et de dire pourquoi il va faire telle action là et pas une autre. Techniquement, parce que je sais que vous aimez ça, c'est un VLA, Vision Language Model, Vision Language Action, pardon, c'est M évidemment. VLM, Voilà, VLA, donc Vision Language Action, qui pèse 10 milliards de paramètres et qui utilise une chaîne de pensée comme votre chatbot schizophrène favori. Alors 10 milliards de paramètres, c'est pas énorme, mais il faut dire aussi que c'est un truc qui va être embarqué sur une voiture, donc il faut qu'il résonne assez vite et sur un matériel relativement contraint, quoi. Imaginez le bordel d'ailleurs si votre voiture résonne comme un chat GPT normal, quoi. Imagine ce qui se passe, c'est comme ils font, quoi. Ils voient un chat sur la route, tu sais comment Je ils vois un résonnent, chat quoi. sur la route. Alors, j'ai vu un chat sur la route. Mais est-ce que je suis sûr que c'est bien un chat? Ça pourrait être une belette aussi, ou bien une martre. Mais attends, si c'est une martre, est-ce que c'est une espèce protégée? Parce que si c'est un chat, je peux lui rouler dessus sans problème. Mais sinon, je sais, je vais commencer par tourner le volant à 90 degrés. Bon, tu vois, c'est... Bon, J'espère que ce sera pas comme ça, effectivement, sinon c'est pas rassurant. et le temps que la voiture finisse de réfléchir, soit t'es dans le fossé chez toi, soit t'es dans le fossé, soit c'est chez toi avec le chat collé à la roue, je sais Le pas. chat est mort. Ouais. Alors, c'est pas exactement comme ça que Jensen a présenté Alpamayo. Ah Faut bah oui. reconnaître. Là, je brode un petit peu. Il a plutôt dit que c'était un modèle ouvert, agnostique, qu'ils avaient quand même mis 5 ou 6 ans à développer et qui allait faire ses débuts sur une Mercedes que je pourrais sans doute jamais me payer. Nvidia va aussi libérer un dataset de 1700 heures de conduite et une simulation qui s'appelle AlpaSim. D'une manière générale, Nvidia veut être celui qui fait l'Android des robots, hein, l'Android des androïdes, hein, comme on avait dit. Donc il a reparlé de Groot, qui passe d'ailleurs en version 1.6, de Cosmos, etc. Voilà, bon, il y avait des droïdes de Star Wars sur scène, c'est toujours très bien, c'est toujours mignon. Il y avait un bataillon entier de robots aussi. Ils ont présenté donc des robots de plusieurs marques, dont LG, avec son Cloido, on va reparler du Clodo un petit peu plus tard. Du clodo. Très bien. On continue avec les processeurs parce que donc oui, le CES, c'est évidemment aussi les processeurs. Intel qui annonce sortir ce mois-ci ces tant attendus processeurs de nouvelle génération, dit 18A, 18 Angstrom, et il y a AMD aussi qui sort une nouvelle gamme de processeurs IA. Oui, ils ont annoncé tous les deux des choses, évidemment. Alors, Intel a enfin montré ses futurs CPU en 18A, donc c'est les Core Ultra série 3, alias Panther Lake, alors ils vont sortir ce mois-ci, hein, c'est tout proche. Panther Lake, il est très important pour Intel, pour pas se faire totalement ringardiser par AMD et Qualcomm. C'est un ensemble de puces, il y en a 14 qui sont c'est pas portables, qui sont un petit peu de tous les niveaux. Il y a du X7 et du X9. C'est gravé avec le tout dernier processus d'Intel, qui serait, selon Lee Boutan lui-même, le CEO le plus avancé au monde. Et c'est vrai qu'au menu, pour la première fois, chez Intel, en tout cas, on a les ribbon FET, donc ces nouveaux transistors en forme de ruban, et l'alimentation électrique par l'ARIA, qui permet des designs plus propres et plus denses, puisqu'il y a une partie du câblage, en fait, le gros câblage, qui est donc déporté à l'arrière comme ça. C'est un vrai saut générationnel pour Intel, sur lequel il joue sa tête, puisque ce sera aussi le premier process à être disponible pour les autres constructeurs. On en parle assez souvent en supplément de cette partie-là. Pour être très précis, les Panther Lake auront un bloc en 18A fait par Intel, donc comme on vient de dire avec toutes les nouveautés. C'est le bloc qui va comprendre le CPU, le NPU et les contrôleurs mémoire. Et puis il y en a un autre qui sera fait par TSMC. C'est celui qui comprend les contrôleurs Thunderbolt, PCI, le Wi-Fi, etc. Okay. Donc le contrôleur entrée-sortie, on va dire. Les contrôleurs entrée-sortie. Et le dernier sera fait par Intel aussi, mais sur un process moins cher. C'est le Intel 3. Et c'est intéressant de voir effectivement, donc là c'est vraiment une démonstration, donc on a des chiplets et chacun des chiplets est gravé d'une manière différente, même par des prestataires différents, pour optimiser les coûts, les rendements, etc. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va rapporter ces trucs-là? On est toujours sur des CPU, on est sur des CPU haut de gamme de toute façon là, sur des 8 à 16 cœurs, mais attention, c'est 8 à 16 cœurs en configuration bizarroïde. Comme maintenant, toujours chez Intel, par exemple, mais avec des nouveautés, puisque là, le 16 cœurs, par exemple, il a 4 cœurs performance, il a 8 cœurs efficacité, et il a 4 cœurs low power, donc faible puissance, quoi. Donc on a un nouveau type de cœur, qui est très 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 économe, et qui s'acquitte de tâches en arrière-plan, pour presque rien, quoi. Tout ça, c'est censé, évidemment, économiser encore plus d'énergie que les cœurs E, qui sont eux-mêmes économiques, bien entendu, et donc, parce qu'on rappelle que ce sont des CPU pas portables. Donc, c'est des clusters un peu étranges. Alors, celui qui a 8 cœurs n'a que 4 cœurs P et 4 cœurs E. Donc, c'est de nouvelles architectures, c'est des nouveaux cœurs aussi.
Le NPU a été rafraîchi, la partie graphique aussi, le GPU c'est XE3, ça a pas mal changé puisque c'est un truc qui supporte le ray tracing déjà et le machine learning. Et bon, il y a quand même beaucoup plus puissant. Alors, ils ont mis à jour leur version AE du DLSS qui s'appelle le XeSS. Il y a de toute façon, maintenant, tout le monde a quelque chose d'SS. Et c'est en version 3. Alors voilà, au total, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'on a 60% de performance CPU en plus par rapport aux Ultra 200, ceux d'avant, 77% de performance GPU en plus, et surtout une bien meilleure autonomie. Un portable, alors ils disent un portable Lenovo avec le nouveau Ultra X9, là, qui est tout beau, il aurait réussi à streamer Netflix durant 27 heures. Ce qui ne veut pas dire grand-chose parce qu'on ne sait pas à quelle luminosité, on ne sait pas si le son est à fond ou pas, mais bon. En tout cas, voilà, ce sera meilleur pour l'autonomie, on va dire. Tant mieux. Alors, côté AMD, on a eu droit à un petit refresh plutôt des Ryzen AI. Alors, c'est la série Ryzen AI 400, donc on a une NPU qui est plus rapide encore, on a tendance 50 à 60 teraops. Les puces les plus haut de gamme utilisent la DDR5 plus rapide, il y a 12 cœurs à 5,2 GHz maximal. Alors bon, ils annoncent globalement dans les 30% de puissance CPU en plus, 10% de performance au jeu en plus. Bon, faudra voir, c'est sympa, mais c'est vraiment pas révolutionnaire par rapport à la série 300. La plus grosse hausse de performance étant celle du NPU, et qui, franchement, pour le moment, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, en fait. Puisque les copilotes PC et les copilotes en général, ça semble pas exciter les foules, comme tu l'as dit en introduction. Pas du tout. Au contraire, et donc, c'est vrai qu'aligner toujours plus de teraops dans les NPU, je suis pas certain que ce soit un véritable argument de vente. Ouais, et sans doute qu'ils vont peut-être y revenir dans les générations futures, on verra ça. Juste avant qu'on continue, mon cher Guillaume, j'ai oublié de convier Sylvie, ce que je fais immédiatement, évidemment, par sécurité. Je les laisse le temps de venir. Alors, Sylvie, t'es en retard. C'est pas joli. L'enregistrement est en cours. Très bien. Comment ça, c'est de ma faute ? On perd les bonnes habitudes. Comme chaque année, 2026 sera, évidemment, l'année du podcast, ça vous le savez, comme toute l'année, mais aussi l'année des PC Windows qui fonctionnent avec des puces ARM, ARM, comme les Mac, en fait, Guillaume. Eh ben, c'est exactement ça. Au CES, Qualcomm vient d'annoncer de nouvelles puces pour les portables Windows en ARM avec les Snapdragon X2 Plus Elite et Extreme, qui seront gravés en 3 nanomètres quand même, avec des cœurs Orion de 3e génération, des NPU 2 fois plus puissantes, eux aussi bien entendu que la génération d'avant. Qualcomm vise tous les segments, avec des puces qui se mesurent effectivement a priori aux dernières puces Apple. On a entre 6 et 12 cœurs, les versions plus en 6 à 10 cœurs, on est autour de 4 GHz, un petit peu plus pour les versions les plus puissantes. Selon Qualcomm, les X2 à 10 cœurs seraient 3 fois plus rapides que le processeur donc Intel 7 26, l'Intel 7 265U, j'en peux plus de ces nomenclatures, qui consommerait aussi d'ailleurs 4x4 plus d'énergie, donc en gros, voilà, pour être clair, Intel c'est une énorme merde à côté, voilà, c'est tout, mais c'est pas exactement évidemment, c'est à comparer avec les anciens Intel, mais vous avez vu que les Intel arrivent avec de nouvelles machines, de nouvelles puces aussi. Donc, faudra voir. A priori, les Qualcomm X2 sont quand même vraiment très, très compétitifs. Face à Ryzen AI, d'ailleurs, c'est moins impressionnant, mais les X2 seraient encore nettement au-dessus en termes d'efficacité énergétique. Donc, on promet des performances sans compromis, avec une autonomie qui se compte en jours et plus en heures. Mais c'est aussi la promesse des puces de série 3 d'Intel, comme on l'a vu. Alors, tout ça, ce serait pour le premier trimestre. C'est franchement prometteur quand même. D'une manière générale, d'ailleurs, on peut dire que, a posteriori, puisqu'on est au début de 2026, là, 2025 aura été une bonne année pour Windows en ARM. On est potentiellement à un point de bascule. Bon, c'est vrai que je dis ça, peut-être pas la première fois que je dis ça, je sais pas, mais bon, c'est vrai qu'après leur apparition et quelques mois assez chaotiques au niveau logiciel, les portables en ARM sont devenus assez recommandables. Leur prix ont baissé, la compatibilité a été beaucoup améliorée, et c'est vrai qu'il y a certains qui pourraient utiliser un portable Snapdragon sans vraiment se rendre compte que c'est pas un PC classique. L'émulation AVX, donc des instructions vectorielles du processeur qui est utilisée par tous les jeux, donc justement permet de jouer à énormément de choses maintenant, énormément de logiciels ont désormais des versions natives aussi. Et donc les portables sont souvent très silencieux, très endurants, et là on voit que ça devrait encore s'améliorer très significativement avec les X2. Donc en 2025, c'était un peu le bordel au début, mais ça s'est amélioré. Du coup, début 2026, c'est vrai que les portables en ARM sont quand même désormais assez crédibles. Donc ça va être une année
HC Reach en challenge pour Intel qui se retrouve donc avec un nouveau Ah oui. rival vraiment significatif, quoi, hein. Alors évidemment, il est en plus, d'ailleurs en plus, il faut mentionner que Intel est de plus en plus boudé par les joueurs. C'est pour ça que vraiment les séries 3 dont on a parlé, c'est vraiment important pour Intel parce que il est en perte de vitesse clairement, hein. Les chiffres Steam parlent, hein. AMD a gagné 7% de part de marché sur les joueurs. Il a atteint presque la parité avec Intel à 47,3%, et Ah, ARM pourrait lui prendre encore des parts de marché. Il faut savoir qu'Intel était quand même voilà, plus ou moins le favori des joueurs pendant un temps, quoi. Et donc là, c'est quand même pas évident. Et alors là, on parle en plus de Windows en ARM, mais Steam a lui-même de grands projets pour le jeu sur ARM et sur Linux. Et donc en 2025, c'est vrai que les lignes ont commencé à bouger. Il n'y a pas de raison, a priori, pour qu'elles ne continuent pas. Et c'est vrai que les monopoles pourraient continuer à être grignotés petit à petit. le combat va être intéressant, c'est un petit peu la conclusion que j'en tire. Et puis évidemment, OCS, on a toujours un lot très, très diversifié, hein, de gadgets, des brosses à dents intelligentes, des smartphones avec papier, écran, écran à encre électronique, des appareils de santé connectés, il y en a pour tous les goûts. Guillaume, qu'est-ce qui a retenu ton attention, toi, de ton côté ? Écoute, un appareil qui va ravir tous les hypochondriacs qui nous écoutent, hein. Withings vient de sortir une balance qui mesure pas moins de 60 biomarqueurs, soit 60 raisons de psychoter et une infinité de questions potentielles à poser à Google ou ChatGPT. C'est vrai. C'est la Bodyscan 2 qui coûte 500 balles quand même, hein, et qui mesure Et une entre bonne autres balance, ouais. alors, tout sur le cœur avec un ECG à 6 dérivations et une impédance cardiographie, ICG, la bioimpédance spectroscopique, je ne sais pas du tout de quoi je J'appelle parle. tout de suite mon médecin, Guillaume, j'ai trop peur. C'est pas du tout de quoi je suis en train de parler, désolé. Les artères aussi, avec la vitesse de l'onde, la détection de risque d'hypertension, l'analyse de l'intégrité des membranes cellulaires, rien que ça. Hydratation punaise. intracellule, régulation glycémique. Hydratation intracellule. Quand même, hein, score de santé nerveuse via les pieds. Bon. Ah. Aucune idée de comment ils font tout ça. Juste une balance et une Bravo. barre à saisir. Bah, c'est impressionnant. Et tout un rapport qui te sera fait avec prévention des risques de plein de problèmes à la clé. Alors, c'est sans doute un produit intéressant pour les personnes à risque ou avec un début Ouais, de sans soucis doute. de santé, hein, certainement. Sinon, ce genre de truc me flanquerait plus de stress qu'autre chose, je pense. Mais bon, c'est un stress que je pourrais mesurer précisément avec cette Withings Bodyscan 2. Déjà qu'on a peur de monter sur la balance, surtout après les fêtes de fin d'année. Alors j'imagine même pas sur ce genre de balance, ça doit être Ah encore ouais, mais plus t'imagines? angoissant. Là, il te dit que t'as des problèmes de membrane cellulaire et tout. Oh là là. D'hydratation intercellulaire, mon Oh Dieu, mon Dieu. quelle angoisse. Mais sinon, le stress peut aussi être mesuré autrement désormais, puisqu'il y a des casques audio qui font des électroencéphalogrammes pour le même prix. C'est peut-être le début d'une mode, le suivi de ton activité cérébrale. Le Quantified Self, ça va loin quand même là, hein. Et c'est Neurable, par exemple, là c'est pas le seul, qui fait ça et qui propose un casque qui vous fait un rapport sur votre santé cérébrale, je cite, hein. Alors, personnellement, je suis très très sceptique face à ces scores qui vous montrent à quel point vous êtes alerte ou épuisé ou qui révèlent votre âge cérébral. Ouais. Je soupçonne que c'est un énorme bullshit, mais bon, je ne suis pas un spécialiste. En matière de trucs santé, il y avait aussi des gadgets originaux, CES, il y avait une brosse à dents qui analyse si tu pues trop de la bouche ou pas, par exemple. C'est important. C'était la Y-Brush. Okay. Alors, ça analyse ton haleine et ça te proposera déjà un bonbon, Émile. Et puis, ça te proposera surtout de prédiagnostiquer pas moins de 300 maladies quand même, hein. Oui. Faut faire attention à son haleine, manifestement. Il y avait aussi un truc qui m'intéresse déjà plus, on va dire, titre personnel, c'est un détecteur d'allergènes fait par une start-up française. C'est un petit boîtier connecté dans lequel tu mets un prélèvement de bouffe. Alors, n'importe quoi, je sais pas, par exemple... voilà, tu es au restaurant, tu sais pas exactement ce qu'il y a dans un plat, dans ce risotto, il y a quoi, tu mets, hop, t'as un petit truc à usage unique, hein, que tu mets dans un petit boîtier. Le petit boîtier, évidemment, il est connecté à ton téléphone en Bluetooth, et puis, au bout de quelques minutes, il te dit qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a comme allergène dedans. Ça s'appelle, alors, la boîte s'appelle Allergen Alert, c'est le spin-off de Biomérieux, hein. Et la liste d'allergènes, pour l'instant, elle n'est pas complètement claire, hein, parce que là, ils en annoncent 9, peut-être que c'est pour commencer. Et dedans, il y a les plus courants, il y a soja, cacahuète, coquillage, sésame. Puis il y a un truc sur le gluten aussi. Voilà, la présence de gluten est détectée aussi très bien, apparemment. Alors, selon les personnes, bien sûr, il va manquer des allergènes, hein, ça dépend de ce à quoi vous êtes allergique, mais enfin, c'est déjà bien que ça existe. Avec le nombre d'allergiques, hein, qu'il y a, je dirais que je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de produits comme ça, en fait. Moi, j'ai vu passer un autre élément en matière de santé qui me semblait intéressant. Celui sur lequel tu fais pipi ? Alors, non, tu veux en parler ?
Non, bah c'est devenu une mode maintenant. Hein. T'as des trucs que tu mets dans tes chiottes et qui analysent C'est vrai que l'urine et tout. Si, j'ai si. vu ça passer. Moi, je suis pas prêt à installer ce genre de truc. Bon, peut-être que, cela dit, ça doit porter plein d'infos. Mais non, par contre, j'ai vu du côté de Samsung qui, avec la Galaxy Watch, alors il y a des éléments de suivi de glucose, ils avancent là-dessus, mais bon, c'est toujours un petit peu compliqué pour que ce soit fiable sans être trop invasif, mais notamment de santé cérébrale des personnes âgées. Et ça, a priori, il se base sur des données qui finalement sont assez simples à voir. C'est genre le nombre de fois où tu fais des fautes d'orthographe, le nombre de fois où tu oublies tes mots de passe, ton sommeil, etc. Et je pense Putain, qu'effectivement... Moi j'ai 80 ans, le nombre de fois où j'oublie mes mots de passe. Oui, 80 ans. certes, mais est-ce que tu les oublies plus qu'il y a un an ? Tu vois, c'est ça qui est intéressant avec Samsung, c'est qu'ils ont tellement de données qu'à la limite, s'ils savent que tu oublies tes mots de passe une fois par semaine, mais que tout d'un coup, tu commences à oublier une fois et demie par semaine, 2 fois, 3 fois, etc., c'est peut-être là où ça peut avoir des retours. Je sais pas, je trouvais ça cool et pas forcément très fou sur le plan des besoins technologiques pour avoir ce type de données. Je sais pas si ça peut valoir le coup. On verra. En tout cas, voilà, on parle de santé et de tech pour nous, les humains, mais nous ne sommes pas loin s'en faut et heureusement les seuls sur Terre. La tech se dirige aussi vers nos compagnons et quand je dis nos compagnons, c'est tous nos compagnons, les compagnons à plumes, les compagnons à poils et même les animaux virtuels. Il y en a pour tous les goûts. Guillaume, tu as fait une petite sélection à ce sujet. Ouais, 2026, c'est l'année des animaux de compagnie au CES. Hein, des animaux en viande et des animaux en plastique, pareil. Alors, on ne vendait pas directement des chiens et des chats ou des furets, mais on avait des fontaines à eau pour chats et même des cantines automatisées pour pouvoir enfin partir en week-end sans demander à ces abrutis de voisins de s'occuper de Rookie. C'est le Yumshare de PetKit, qui est un distributeur de Whiskas, assez gros quand même, hein, qui fait un suivi de ce que mange le chat et qui recycle ce qui n'a pas été mangé au bout d'un moment et qui, bien entendu, possède une IA pour le reconnaître et le surveiller ou surveiller Rookie à 140 degrés avec vision nocturne. Qu'est-ce qu'il fait pour recycler la nourriture qui n'a pas été mangée quand il y a du Whiskas empâté? Ouais, c'est recyclé. Enfin, c'est recyclé. Il l'enlève, il le fout à la poubelle, quoi. Enfin, et puis il en met du neuf. Okay. Il fait pareil avec l'eau d'ailleurs. Hein, c'est l'Eversweet qui est cette fontaine, qui est l'équivalent du Yumshare, mais pour l'eau, parce que bien sûr, on ne pouvait pas faire un seul appareil qui donne à la fois à boire et à manger à votre chat, hein, ça serait dommage, vous acheter 2 appareils. Alors, l'Eversweet a aussi sa caméra, et elle renouvelle l'eau, elle surveille donc du coup la santé rénale de votre matou, en enregistrant combien il boit chaque jour, donc le Quantify Itself atteint aussi les chats, c'est terrible. Et avec ces merveilleux outils... Pour ceux qui ont plus d'un chat, ils doivent s'équiper de plusieurs appareils. Il y a plusieurs Yumshare, mais au moins comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir un Rookie obèse, ni déshydraté, puisque de toute façon, c'est contrôlé. Alors pour accompagner tout ça, et parce qu'il faut que votre chat s'amuse un peu, il y avait aussi une mangeoire à oiseaux à 200 balles. Alors le principe est rigolo, il y a une caméra connectée dessus qui vous permet tout simplement d'observer les oiseaux qui viennent. En vrai, c'est cool ces trucs. Bah ouais, donc vous pouvez admirer ces graciles créatures comme ça qui arrivent et qui mangent juste avant que Rookie, affamé par votre Yumshare, ne les déchiquette. C'est assez poétique. La classe. Après, un animal, c'est contraignant, hein, c'est chiant, ça mange, ça fait du caca, ça fait du bruit, ça fait pipi aussi. Nous sommes au-dessus de ça en tant que civilisation, et puis en plus, depuis la bouillotte électrique sans eau, le chat a perdu la totalité de sa pertinence en tant qu'accessoire domestique, il faut l'avouer. La mode est donc aux compagnons en plastique, à peine plus limités dans leur interaction finalement, mais qui demandent aussi un investissement émotionnel minimal, et garantis sans risque de chagrin à long terme. Exact. On aura repéré... Ils peuvent tomber en panne, tu vois. Oui, c'est vrai. Alors, on aura repéré les espèces de Tamagotchi de Takwe, par exemple, qui sont des sortes de figurines en forme d'œuf avec des yeux expressifs, qui possèdent des écrans OLED, et des petites bouches comme ça avec des fossettes trop mignonnes. Au début, il faudra un peu s'occuper de lui, mais quand il sera adulte, il pourra se gérer tout seul, et tout ça au bout de quelques jours. Prenez-en de la graine, les enfants. Et pan. Et voilà. Et on peut aussi mentionner le Vex, qui, à la différence de celui de Minecraft, ne vole pas et n'est pas agressif. En fait, il ne bouge même pas. Hein. C'est un autre de ces Tamagotchi New Age qui est juste une sorte de boule avec des yeux. On a aussi Laura, plus gros, et lui qui roule. Laura a un écran circulaire en guise de visage. Il peut vous suivre et même vous parler avec un LLM derrière, comme ça. Et on a aussi Ludens. C'est des japonais, hein, Ludens, qui propose 2 robots compagnons et autonomes. Donc, t'en as un qui s'appelle Kokomo, qui vous suit partout. C'est une sorte de nounours zarbi orange avec des roues et des lunettes de ski sur lesquelles il y a des yeux qui s'affichent, qui affichent les émotions. Sur la vidéo démo, il avait l'air con comme une brique, mais c'est sans doute le bruit du salaud qui le désoriente, hein, on va dire ça. Évidemment. Le deuxième robot de Ludens s'appelle Inu, malgré son nom, c'est pas du tout un chien. C'est une sorte de concombre de mer avec des poils et un œil unique en haut.
Et cette ravissante créature est, je cite, un alien de bureau. Donc il bouge pas, il se C'est contentera moche. de cligner son gros yeux et de remuer sa petite queue quand vous le caressez. Voilà, pour aussi lui parler. Dieu merci, nous avons une chance que cette abomination ne voit jamais le jour puisqu'elle est en financement participatif. Ne financez pas ce truc. Après, si ma description vous a donné envie et que vous choisissez le côté du mal, vous pouvez y aller, hein, c'est Ludens qui fait ça. Et enfin, sachez que LG planche lui aussi sur un robot qui pourrait peut-être un jour avoir une utilité marginale avec Cloid. C'est Cloid, ouais, c'est pas Clodo, c'est Cloid. Bon, je sais plus. Cloid, enfin Clo-Clo, donc, est un torse sur roulette avec une tête mignonne et rondouillette et des bras que LG affirme assez agiles pour plier des serviettes et mettre des assiettes dans le lave-vaisselle. Je suis persuadé qu'il le fait extrêmement lentement, mais bon. C'est Clo-Clo est confirmé. un semi-humanoïde. Ouais, c'est confirmé, il est hyper lent. Donc c'est un semi-humanoïde puisqu'il n'y a pas de jambes, hein, mais du coup il est probablement un peu plus simple à mettre en place et à mettre en action que les vrais fausses boniches robots dont on a déjà parlé. Ça reste très très compliqué d'avoir un manipulateur suffisamment précis et autonome pour être vraiment utile. Donc Clo-Clo, vous l'avez compris, c'est un concept, c'est marrant, mais ça ne verra jamais le jour, en tout cas pas pour 2026, ni probablement pour 2027. Ouais, c'est effectivement, les retours sont très très clairs, hein. C'est très lent. Le truc, à mon avis, ça doit être même exaspérant. Tu le vois plier une serviette en 20 minutes. Tu te dis, non mais c'est bon, allez, arrête, je vais m'en occuper. On va continuer à parler de l'actu tech, mais juste avant, un petit message pour vous dire que c'est la 2e année qui commence pour ma nouvelle vie d'indépendant, dédiée à 100% à la création de contenu. Alors si, oui, vous ne le saviez pas encore, j'ai choisi en 2025 de me consacrer pleinement au podcast. C'est évidemment une décision personnelle, mais ça a été motivé parce que vous aimez ce podcast que j'ai créé il y a plus de 10 ans maintenant, parce que vous aimez les épisodes de Tech Café, parce que ça vous fait passer, je pense, parmi les meilleurs moments de la semaine, hein, soyons clairs, et que ça vous est utile pour mieux comprendre évidemment le monde. C'est évidemment possible grâce à vos écoutes, mais aussi et surtout grâce à votre soutien. Et la meilleure manière de concrétiser votre soutien, c'est de vous abonner à la page Tech Café sur Patreon, patreon.com/techcafé. Alors, je ne sais pas si vous avez pris des bonnes résolutions. Alors, moi, j'en prends jamais parce qu'en plus, je les tiens pas et ça me met trop de pression. Tu vois, ça me crée des palpitations et des angoisses comme les données de santé dont on parlait tout à l'heure. Mais je sais que ça peut être quand même, en début d'année, l'occasion pour beaucoup de, contrairement à moi, prendre des nouvelles bonnes habitudes. Donc, par exemple, je sais pas, si vous fumez, par exemple, il est grand temps d'arrêter. Vous savez que c'est pas bon. Et voilà, vous pouvez prendre en prétexte ce début d'année pour vous dire, voilà, j'arrête de fumer. Et à la place, l'argent que je vais économiser, il y a une partie, je vais la mettre dans Tech Café sur Patreon. En plus, il m'en restera beaucoup à côté, j'en suis sûr. Si vous avez un abonnement à un service de streaming et que vous en profitez pas, vous n'avez pas le temps. Franchement, qui utilise tous les services de streaming auxquels on est abonné? Personne. Donc voilà, résiliez celui dont vous ne vous servez pas. Vous profiterez de cet argent pour vous faire plaisir et puis vous pouvez en dédier une petite partie pour Tech Café aussi sur Patreon. Donc voilà, une bonne manière de remplacer des dépenses par des abonnements pour profiter de manière complète de Tech Café. Alors quand je dis d'ailleurs complète, ça veut dire quoi? Parce que si vous nous découvrez, vous savez pas exactement quels sont les avantages. Et bien principalement à profiter des épisodes sans la pub et bénéficier de contenu exclusif en vidéo et en audio. Et je suis d'ailleurs en pleine refonte de l'architecture des niveaux de contribution et les contreparties Patreon. Alors d'ailleurs, si vous avez des suggestions à ce sujet, vous pouvez me les adresser sur Patreon. Et sachez que sur Patreon, vous pouvez être abonné gratuitement. Vous n'avez évidemment pas toutes les contreparties, mais vous avez quelques messages privilégiés. Vous pourrez notamment répondre à quelques petits sondages sur lesquels je pourrais être amené à vous solliciter. Patreon.com/techcafé. Et puis, comme je le disais en intro, j'ai aussi ouvert un niveau mécène. Alors, il est évidemment beaucoup plus cher pour le commun des mortels, pour les kidams que nous sommes, mais ça s'adresse aussi et surtout aux entreprises ou aux personnes très 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 riches, hein, après tout, pourquoi pas, mais surtout aux entreprises qui voudraient être citées dans le podcast pour tous les épisodes. Donc, évidemment, le nombre de places est limité, parce qu'imaginez qu'il y a un engouement de 100 entreprises qui voudraient toutes être citées dans tous les épisodes, on s'en sortirait plus, donc c'est limité évidemment. Une citation systématique en début de chaque épisode de Tech Café, aussi longtemps que vous serez abonné, pensez-y. Donc oui, si vous avez une entreprise ou si vous bossez dans une boîte qui a envie de s'associer à un contenu de référence sur la tech, toutes les infos sur patreon.com/techcafé. On continue avec les autres infos marquantes de ce début d'année en dehors du CES. On aura sans doute aussi d'autres choses à vous partager la semaine prochaine. Mais on commence avec une nouvelle dérive de Grok, l'IA sous kétamine d'Elon Musk, qui réussit 2 nouvelles prouesses qui ne manqueront pas de démontrer leur pertinence et l'utilité pour notre société. Il est désormais possible de demander à Grok de dénuder
n'importe qui. Et quand je dis n'importe qui, Guillaume, je pense pas forcément à toi, mais c'est vraiment n'importe qui quand même. Oui, bah c'est marrant d'ailleurs, parce que c'était la fête, c'était la fête effectivement de fin d'année, mais la mode des fêtes de fin d'année 2025, c'était le bikini. C'est vrai qu'on en a vu partout, tout le monde en a mis, des actrices, des femmes politiques, Elon Musk en a mis, un grippin en a mis, des enfants en ont mis, Oula. en particulier Oli par exemple, parce que j'ai regardé Stranger Things du coup pendant les vacances, oui. j'ai fini On la spoilera saison pas. 5. On ne spoilera rien, mais on peut dire quand même que Oli, la sœur de Mike, joue un rôle majeur donc, dans cette saison. Oui. Et que l'actrice s'appelle Nell Fisher et qu'elle a fini en sous-vêtements sur X. Et je Quel rappelle enfer. qu'elle a 14 ans. Voilà, donc alors, évidemment, je fais référence au dernier scandale en date de Grok, dont les médias généralistes ont aussi beaucoup parlé, et parfois de manière assez amusante. Enfin, ce qui m'amuse, c'est pas que Grok fasse des photos cheloues de gamines, hein, c'est pas ça, mais c'est de lire que Grok était désolé, ou pas d'ailleurs. Parfois, les journaux relayent ce que dit Grok comme si c'était une personne, comme si c'était un porte-parole de X. Grok a dit. C'est Grok a dit que ouais, on est désolé. Ah non, pardon, non, ben non, absolument pas. C'est rien du tout. Parfois, il dit que c'est pas bien, mais des fois, il dit que c'est que des pixels. Bah, bref, c'est Grok, évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Il n'a aucune conscience de ce qui est en train de se passer. Mais bon, bien sûr que non. Hein. Par contre, s'il y a quelqu'un qui en a bien conscience, c'est Elon Musk. Et lui, il en a rien à foutre. Il s'est marré de ce que Grok pouvait déshabiller n'importe qui et mettre un bikini sur n'importe quoi. C'est maintenant qu'on a eu droit à Elon Musk en bikini, hein, une autodérision qui ne l'absolve de rien. Ça prouve juste à quel point c'est un énorme bof. Techniquement, tous les modèles de retouche d'image de Nano Banana à Flux sont capables de mettre n'importe qui en lingerie, hein, mais au moins les autres services font un filtrage et essaient de limiter au maximum, et imparfaitement aussi, hein, comment on les utilise, quoi. Surtout pour déshabiller une gamine de 14 ans. Grok, lui, n'en a rien à foutre. Et c'est un problème. Elon est à fond dans le contenu coquin et adulte, on sait, hein, et de l'attitude générale de Grok, ou il faut animer en 3D, qu'il a mis en place. Bon. Mais cette fois, son attitude désinvolte passe mal, parce que le scandale est mondial. Déshabiller des petites filles pour le LOL, c'est dur à défendre à composition, et ça, c'est vrai dans tous les pays. Très vite, l'Inde a été furax et a mis en demeure X pour qu'il fasse le ménage. Tout ce qui est obscène, porno, indécent, vulgaire, pédo, etc., ça devait virer très rapidement dans les 3 jours. Et sinon, elle pourrait aller à lui retirer, jusqu'à retirer donc à X, hein, l'équivalent de la protection de la section 230. Parce qu'en Inde aussi, il y a une loi qui isole, qui protège les plateformes du contenu posté par les utilisateurs. L'Inde, c'est un très gros marché pour X, hein, c'est très très gros, hein, et en général pour tous les services numériques. Donc dire que l'Europe lui avait collé une prune de 120 millions et qu'ils avaient pleuré à l'abus de pouvoir, quoi. Bon, la France aussi, bien sûr, s'est indignée, a lancé une enquête, la Malaisie aussi, et puis aux États-Unis, n'oublions pas qu'on est toujours aussi passionné par le dossier Epstein, qui aurait lui-même d'ailleurs beaucoup apprécié Oli, hein, c'était bien sa cam. Dans cette ambiance, peut-être que le champ de force qui protège Elon Musk pourrait s'affaiblir. Et d'ailleurs, entre-temps, X a fini par répondre officiellement, et pas via Grok. C'est sa politique, c'est une politique de répression des utilisateurs, ce qui est un peu étrange quand même. Elle tient l'utilisateur pour responsable. Alors a priori, ça paraît logique, hein, vous générez des images pédo, vous êtes coupable comme si vous aviez posté des images pédo. Bon, et vous serez banni et poursuivi pareil. C'est le cas d'ailleurs pour tout type de contenu interdit sur la plateforme. Grok en lui-même, par contre, ne sera pas restreint. C'est les utilisateurs qui seront punis si nécessaire. C'est une politique quand même qui pose plusieurs questions, parce que d'une part, appliquer ça juste vraiment, c'est quand même difficile, parce qu'il faut l'appliquer très vite avant la viralisation. C'est une attitude réactive, pas proactive. Donc tu fais du tap-top, et en général, on sait que c'est pas très optimal. Ensuite, qu'est-ce qui sera vraiment réprimé ? Parce que pour les contenus pédophiles, en gros, il n'y a pas trop de débat, d'accord ? Mais pour des contenus comme Christine Lagarde en bikini, oui, pourquoi pas. Elon, il trouve ça marrant, mais Christine Lagarde, est-ce qu'elle est d'accord ? Ben, je sais pas. Et d'ailleurs, nous allons l'inviter sur T-Café pour en parler. Hein. Guillaume, Exactement. tu as ton 06, je pense. Ok, oui, je m'en occupe tout de suite. Juste Prochain après épisode avec Christine. Ou demain. Et bon, pour finir, qu'est-ce qui se passe si on génère sans le faire exprès du contenu illégal ? Parce que ça peut arriver. Hein. Il y a un aspect aléatoire dans la génération d'images, et puis Grok peut interpréter une requête d'une certaine manière. Et comme il est taquin, donc qu'est-ce qui se passe si tu postes un truc ? Ben voilà, est-ce que t'es viré est-ce que t'es viré parce que c'est posté automatiquement, hein. Donc vous générez un truc, c'est posté directement sur le réseau, quoi. Donc est-ce que t'es viré quand même ? Bon, tout ça est pas très bon pour l'image de X, hein, qui, cocorico, serait en total déclin en France. Selon le chiffre de novembre 2025 de Médiamétrie, X ne figure plus parmi les 50 sites les plus visités de notre beau pays. Ce qui veut dire qu'il est moins fréquenté que Dailymotion et Yahoo. Et ben ça, c'est déjà très bien, c'est une victoire. Si seulement ça peut être le cas partout. Oui, si seulement ça pouvait aussi inspirer, encore une fois, hein, je me répète, mais les hommes politiques à ne plus réagir officiellement et dès le départ sur X, ce serait top. Après, je sais que c'est compliqué parce qu'on dit, ok, bah, il le ferait où ? Bah, juste pas sur X, quoi, arrêtez, pas sur X.
2025, ça aura été en tout cas, sans parler même de cette génération de bikini, l'année de l'explosion du slop, le contenu généré par IA de mauvaise qualité, pourtant qui rivalise de crédibilité avec un contenu authentique et même de plus en plus crédible. Et c'est évidemment que le début. Il va falloir s'habituer à cette évolution en 2026 et en fait même tout le temps désormais, Guillaume, c'est lancé. Oui. Hein. Selon le dictionnaire américain le plus populaire, c'est le mot de l'année 2025, c'est slop. Et c'est pas le seul, en fait. Il y a plusieurs mots qui définissent l'ambiance d'une année. Et slop, c'est le principal, mais il y a aussi gerrymander, c'est la découpe des zones électorales, au profit d'un camp ou un autre. Il y a aussi performative, et puis il y a aussi tarif, c'est étrange. Donc oui, slop était dans toutes les bouches, y compris les nôtres, et c'était dégueulasse. Alors c'est pas fini. Désormais, il semble qu'un short sur 5 recommandé par YouTube soit généré par intelligence artificielle. Alors c'est Capwing qui a mesuré ça sur 15 000 des plus grosses chaînes YouTube par audience. Et on arrive à 21% de vidéos synthétiques dans l'algorithme de recommandation à partir d'un compte vierge. Je suis même étonné que ce soit si peu en fait. Ah, tu trouves ? Ouais. C'est déjà pas mal, je trouve. Mais bon, effectivement, ça va de toute façon probablement encore augmenter. Alors, c'est vrai on parle quand même aussi un peu de la poubelle de YouTube, parce que déjà, c'est des shorts, et puis c'est des chaînes qui sont spécialisées, disons, dans le divertissement à 2 balles. La plus grosse serait Indienne, d'ailleurs. Donc, heureusement, c'est pas 21% de tout YouTube qui est du slop, c'est pas ça. Mais clairement, la partie Instagramisée de YouTube est largement contaminée. Et bon, voilà, comme les mots, comme les autres, comme ces modèles, c'est-à-dire comme Instagram et TikTok. Alors, c'est naturellement un contenu court, vertical et forcément plus facile effectivement à polluer avec du contenu par IA, des vidéos longues, bah oui, c'est peut-être moins facile, pourtant ça arrive. Oh, ça va arriver aussi, mais bon, c'est toujours est-il qu'effectivement c'est pas mieux sur Instagram, et d'ailleurs c'est son patron lui-même qui le confesse dans un post assez long et assez lunaire finalement, où il admet, et je cite, que les feeds sont en train de se remplir de n'importe quoi synthétique, et qu'on ferait mieux de trouver un moyen de marquer les images réelles comme étant réelles, plutôt que de watermarker les fausses comme étant fausses. Remarque qui est assez commode, vous le remarquerez. C'est pratique, oui, ça. Il se défausse comme ça. Meta produit activement du slop lui-même. Et d'ailleurs, c'est une remarque qui semble complètement ignorer l'existence de solutions qui existent déjà, dont la norme C2P1, dont on a déjà parlé, mise en place par Adobe et à laquelle Meta participe. Et elle n'est pas mentionnée, le C2PA, je trouve ça assez bizarre. Mais bon. Ce qui est assez étonnant, de candeur peut-être, c'est ce qu'Adam dit un peu plus loin sur Instagram lui-même. C'est-à-dire que l'Insta des débuts, avec ses photos carrées, là, c'est mort. On s'en doutait un peu. Mais il rajoute au calme que les gens ont arrêté de partager des moments de leur vie il y a des années. Et donc, en fait, il dit en substance que Instagram n'est plus un réseau social, en fait. Et il enquille sur le fait que, tu comprends, on n'est plus dans la surenchère de l'esthétique des débuts, que les stories permettent d'avoir un contenu plus brut, plus authentique, et que c'est ce qui sera recherché désormais, un look authentique. Il dit même que les fabricants d'appareils photo ont tout faux, parce qu'en fait, au plus c'est crade, au mieux c'est. Parce que au plus c'est crade, au plus c'est authentique, alors que tout le monde peut synthétiser de très très belles photos. Bon, globalement, Adam dit que son business est sous pression. En fait, c'est ça qu'on lit, menacé par une avalanche de contenu à faible coût, menacé aussi par une crise de confiance, et il le dit pas, mais peut-être aussi par une fatigue de l'abondance, je pense. Parce que une vidéo de chat qui travaille chez McDo, c'est marrant. 40 vidéos de chat qui travaillent chez McDo ou qui jouent de la musique devant ta porte, t'en as juste plus rien à foutre. Et moi, je le vois. Moi-même, qui suivais avidement les progrès des générateurs vidéo sur Reddit, je dois dire que je regarde quasiment plus jamais les clips qui sont postés. Ou en tout cas plus jamais jusqu'au bout, parce que c'est devenu trop redondant. À chaque fois qu'il y a une tendance, tout le monde en poste 20, ça n'a plus d'intérêt. Adam est conscient qu'Instagram doit évoluer vite, mais comment ? En fait, c'est pas si clair. Authentifier les images et les vidéos, c'est bien, mais déjà c'est difficile. C'est très difficile de faire à très grande échelle. Et puis cultiver la confiance quand on s'appelle Meta, pas évident. Et le look brut, les générateurs de photos le font aussi bien que le reste. On avait parlé de Nano Banana qui était capable de faire des photos juste imparfaites comme il le fallait pour qu'elles soient parfaitement réalistes. Et j'ai moi-même généré avec Z-Image et un bon LoRa spécifique des photos qui ont un look crade et complètement amateur, et non professionnel. Ce qui les rend authentiques. Totalement authentique. Donc, je vois pas son délire sur oui, ça doit être crade, ça doit être authentique. Non, en réalité, le slop est là aussi depuis longtemps. Oui, ça traduit, j'ai l'impression effectivement, comme tu le dis, le fait que son business est mis à mal et chamboulé, et que sans doute que les perspectives de développement dans cet enfer-là me semblent compliquées. Est-ce que tu voulais retoucher un mot de l'accord entre Disney et OpenAI, Guillaume ? On peut mentionner qu'il y a un accord effectivement assez majeur, parce que je crois que c'est $1 milliard quand même.
entre OpenAI et Disney pour que OpenAI puisse utiliser les licences. Alors, ça concerne les personnages, mais ça concerne pas l'intégralité. Ça concerne pas tout, mais ça concerne effectivement les personnages. Donc, vous pourrez Personnages non acteurs, quoi. Enfin, non acteurs avec visage visible. Voilà, et c'est exactement ça. Donc, vous pouvez continuer à utiliser apparemment Mickey, plein de trucs. Dark Vador, Stormtrooper. C'est très étonnant quand même. Effectivement, ça va faire date dans l'industrie. Ça a été très diversement apprécié, on va dire, à Hollywood. Et c'est d'autant plus marrant que Sora 2 a aussi été utilisé pour générer des vidéos pas très catholiques et même voire un peu pédo. Cette fin d'année, pareil, je l'ai pas mentionné, mais effectivement, il y a eu aussi d'autres disons, scandales là-dessus. Donc c'est étonnant. Après, c'est étonnant d'un certain point de vue. Tu sais, Disney, c'est pas des enfants de cœur. Je veux dire, est-ce qu'ils ont vraiment à cœur le bien-être, enfin la qualité, le bien-être des créateurs et tout ça. Non, Disney, ils cherchent le pognon depuis très longtemps. Donc, de ce point de vue-là, pourquoi pas, ils testent quelque part. Voilà, ils veulent pas être laissés pour compte, j'imagine, mais bon, c'est étrange. On en a parlé dans un épisode en décembre avec Pierre-Olivier. C'est vrai qu'il y a aussi le motif qui permet à Disney d'attaquer Google, puisqu'ils n'ont pas les mêmes droits qu'OpenAI. Et donc, on sent que la guerre, au-delà d'être technologique et au-delà de se placer sur le plan de la qualité de l'image générée, va aussi se placer sur le terrain de la légalité ou du droit, de la propriété intellectuelle, une fois de plus. Un autre sujet de ce début d'année qui aura mis un an à se concrétiser, mais j'ai l'impression, Guillaume, que ça fait des années qu'on en parle. J'en suis sûr d'ailleurs. Mais ça fait évidemment écho à un historique bien trop long et bien trop inintéressant pour être pris en détail. C'est le fait que TikTok soit confié aux États-Unis. Oui, l'affaire TikTok, qui dure donc depuis 8550 ans, voilà, précisément, sera finalisée. Et franchement, tout ça pour ça. Moi, je me sens trahi. Je me sens trahi en tant que personne faisant semblant d'être journaliste, d'avoir suivi pendant si longtemps un dossier pour que ça aboutisse à un truc aussi foireux. Parce que la conclusion, c'est qu'en gros, c'est une énorme magouille qui aboutit à l'extorsion d'une boîte ultra rentable au bénéfice de quelques potes, quoi. Rappelons quand même qu'à un moment, dans l'histoire récente, d'un bout à l'autre du spectre politique, les législateurs américains avaient conclu que TikTok était une menace pour la sécurité nationale. Ça rendait les Chinois capables de tout connaître des Américains et de mener des campagnes de propagande ou de manipuler l'opinion selon le beau vouloir des cocos, de ces cocos de l'autre côté du monde là-bas. On va pas refaire le match à l'entier, pitié, mais bon, globalement, TikTok avait été interdit et devait devenir américain. Alors, même si Oracle avait été déjà en charge des données sur le sol américain d'ailleurs, donc il devait devenir vraiment américain ou dégager définitivement. Et le deal final, après tout ça, après toutes ces péripéties, c'est que les Chinois conservent 50% des parts de TikTok, dont 19,9% pour ByteDance, et le reste par les investisseurs de ByteDance. L'autre moitié est détenue par Oracle, Silver Lake et MGX. Donc avant, je résume, avant on avait TikTok qui appartenait aux Chinois, maintenant on a TikTok qui appartient aux Chinois, mais aussi aux Émiratis et aux amis du président. Voilà de quoi rassurer tout le monde. Je veux dire, parce que question de souveraineté, c'est nickel. Et tout ça est complètement illégal, mais comme c'est une loi de Biden, on a le droit de faire pipi dessus, tout le monde s'en fout. Comme sur la constitution du reste, comme en témoigne la récente attaque sur le Venezuela, pour laquelle le Congrès n'a même pas été informé, mais bon, je m'égare. Donc en gros, Trump a forcé la vente à la découpe d'une entreprise pour un pote à lui, qui s'appelle Larry Ellison, qui détient désormais 30% d'une boîte très juteuse. Et sinon, techniquement, c'est Oracle qui va gérer, justement. Mais donc, comme avant, parce que c'est Oracle qui gérait déjà les données américaines. Donc, c'est quoi la différence dans l'extorsion d'une grosse moitié de la compagnie ? C'est que dalle. C'est pas le clan MAGA, c'est le clan Magouille. Ça, bon, on pourrait s'attarder, tu parles du Venezuela, évidemment en 2026, j'aurais peur si j'habitais au Groenland, enfin peur, c'est pas le mot, mais on peut se douter que le Groenland va être récupéré de force par les États-Unis, et je voyais même pas plus tard qu'aujourd'hui une ingérence américaine, parce qu'il y a des menaces qui planent sur les juges français qui ont arbitré sur les affaires qui touchent au Rassemblement national, donc on se rend compte qu'il y a une ingérence absolument totale des États-Unis sur tous les sujets possibles et imaginables. Tout va bien. Tu sais, les annexions, ça passe ou ça caracasse. Ah, tu l'as préparée celle-ci ou tu l'as entendue ? Écoute, elle est validée. Si elle n'était pas aussi sordide dans le fond, je m'en exclamerais encore plus. Donc oui, effectivement, on est dans une ère de coercition.
Et puis bon voilà, au fond personne lève son petit doigt. C'est le plus fort qui gagne. Je sais pas si ça se vérifiera pour le rachat de Warner Bros, Guillaume. Ah bah oui, tiens, puisqu'on est dans les suites, on peut toucher deux mots du rachat de Warner Bros par Netflix. Alors, previously in Tech Café, Ah, tu fais ça bien. Netflix a déclaré sa flamme à Warner Bros. Il lui a dit « Je te veux, je t'aime, j'aime tout de toi, sauf tes chaînes de télé ». Et rougissante, la Warner lui répond « Mais nous ne venons pas du même monde, et puis tu sais, j'ai des dettes, c'est la crise, et mon proprio va bientôt me foutre dehors ». Mais Netflix balaya son objection de revers de main et susurra à l'oreille « De l'oseille, jamais, bébé. Viens avec moi. Avec ton talent et mon pognon, on fera des grandes choses. Je vais faire plein de petits shows avec toi. » Et là, Warner sent son cœur fondre. Voilà, elle sent ses défenses céder quand soudain, Paramount arrive. Paramount, c'est un gros fils à papa. Il se fait appeler Paramount, mais en fait, c'est pour gagner la confiance des gens plus facilement. Il a eu beaucoup de noms. Il s'est appelé Viacom CBS, puis Paramount Global, et sa fortune vient de Skydance et d'une certaine famille Ellison. Paramount n'y va pas par quatre chemins. Il est arrogant, il est sûr de lui, ce qui le rend insupportablement séduisant. Il adore, alors évidemment, il aborde Netflix sans complexe. Il est sûr de son charme. Moi, Warner, je te veux tout entière, même tes chaînes de télévision, toutes moisies là, voilà, je les aime. Et je te comprends, notre univers c'est le même, c'est le cinéma. Ne fais pas confiance à ce nouveau riche, à ce parvenu. Il veut te changer, il veut détruire ton identité. Et là, Warner doute. Elle n'a pas l'habitude d'être ainsi courtisée, elle est perdue, submergée, elle étouffe et elle s'enfuit précipitamment en les plantant là tous les deux. Elle doit faire le point. C'est pas la première fois que Paramount l'approche. Il avait déjà promis monts et merveilles, une offre à 108 milliards de dollars. Énorme, $30 par action. Mais elle n'avait pas confiance. $30 par action, oui, mais elle prenait un gros risque en se liant à lui, si ça n'aboutissait pas. Et puis papa Ellison se portait garant, mais jusqu'à un certain point. Donc elle avait repoussé ses avances, le croyant beau parleur, et elle pensait être sûre de son choix. Mais le voilà qui revient à la charge, et son irruption n'était pas inopinée. Il l'avait contacté pour la relancer plusieurs fois, lui offrant plus de garanties. Papa Ellison se portait garant de manière plus complète, on va dire, pour 40 milliards de dollars. Et il assurait même au cas où ça marchait pas. Comme Netflix d'ailleurs, Paramount devrait lui payer 5,8 milliards si le mariage devait être annulé. Bon, tout juste de quoi rembourser la pièce montée et la robe, mais quand même. Warner, malgré ça, a toujours une préférence pour Netflix. Le financement de Paramount est trop opaque. Et disons, même si elle l'est moins avec cette nouvelle offre, là, si ça se fait, elle deviendrait carrément dépendante de son beau-père, Larry. Or, Larry trempe dans des trucs assez louches. On dit qu'il a lui-même pas mal d'ardoises à droite à gauche. Et puis, il a des convictions politiques qui vont vraiment rendre les réveillons de Noël très très pesants. Donc, Warner le sait déjà, dans son cœur, elle a choisi. Netflix est jeune. Il n'est pas du même milieu qu'elle, c'est vrai, mais c'est son destin, elle en est certaine. L'offre de Paramount tient jusqu'au 21 janvier. D'ici là, il va certainement surenchérir. Il n'est pas habitué à ce qu'on lui dise non. Warner ne changera sans doute pas d'avis. Mais même quand elle aura fait son choix définitif, il faudra quand même convaincre la famille. Et Warner a une très grande famille. Des investisseurs qui, de toute façon, in fine, auront le dernier mot. Et donc, écoute, tout ça sera à suivre dans le prochain épisode de Pognons et Sentiments sur Tech Café. C'est probablement que dans Tech Café avec Guillaume Poggiaspala que vous avez droit à un résumé de l'actualité économique et technique autour du rachat de Warner Bros. À la façon de Roméo et Juliette. On va voir si tu vas... Oh, quand même. On va voir si tu vas mettre autant de forme ou quelle forme tu vas mettre pour nous parler des scores de vente de Tesla, des scores de vente en baisse et puis aussi des statistiques assez critiques sur le plan de la sûreté. Bah, le problème, c'est qu'il aurait fallu faire une tragédie grecque et j'avais la flemme quand même. Trop de boulot. Trop de boulot. Donc non, oui, on a eu les résultats Tesla de l'année, c'est pas bien brillant, sans surprise, puisque depuis les derniers résultats du trimestre d'avant, on voit pas trop ce qui a été fait et qui aurait pu commencer à redresser la barre. Celle des chiffres de vente en particulier, qui baissent de 16% au dernier trimestre et presque 9% sur l'année 2025 par rapport à l'année précédente. L'action elle-même est à la baisse depuis environ 2 semaines, même si elle reste relativement haute. Les raisons de cette baisse des ventes sont bien connues. Tesla tourne globalement toujours sur le même modèle. Son catalogue est donc très limité. Le Cybertruck, c'est un échec total, un échec avec des conséquences financières importantes, mais aussi sur finalement les possibilités d'évolution des batteries, par exemple. Alors, le Cybertruck, devait être le véhicule qui allait utiliser les types de batteries dites 4680. 4680, en fait, c'est les dimensions de la cellule. C'est une sorte de grosse pile qui a 46 mm de diamètre et 80 mm de hauteur. Et ça, c'est par opposition aux anciennes cellules qui étaient les 2170. Alors, les 4680, elles promettaient beaucoup. Elles promettaient 16% d'autonomie en plus, quand même. Et le Cybertruck devait inaugurer ce nouveau format de batterie. Et aujourd'hui, Tesla annule toutes les commandes qu'il avait faites chez un fournisseur coréen, qui s'appelle LEF.
Et donc, ça doit le mettre bien en difficulté parce que c'est un contrat de 2,9 milliards de dollars qui passe à zéro. Tu dois le sentir passer. Hein. Ouais, j'imagine. Alors, la concurrence, quant à elle, elle reste pas les bras croisés, bien entendu. On pense à BYD, à la concurrence chinoise en général, mais il y a aussi les Japonais. Hein. La Toyota RAV4, c'est un carton. Ford fait des pick-up électriques qui sont bien meilleurs que les Cybertruck. D'une manière générale, d'ailleurs, ce qui est même paradoxal, c'est que les voitures Tesla sont trop petites pour la clientèle américaine qui adore les pick-up et les SUV. Ils adorent tout ce qui est gros, tu sais, la subtilité, c'est pas trop leur truc. Les camions. Ouais. Et bien sûr, par ailleurs, l'image de Tesla a pris évidemment un énorme coup. On va pas reparler des prises de position politiques de Musk. On a assez parlé de ça, mais il y a aussi un souci potentiel sur la sécurité des Tesla. Il y a au moins 15 personnes, dont une moitié depuis fin 2024, qui sont mortes brûlées dans des Tesla à cause du design de la porte. Ce design, qui sera d'ailleurs interdit l'an prochain, fait qu'on ne peut pas ouvrir les portes en cas de panne. Ce qui est quand même dommage. Il y a aussi un procès qui a été gagné par les victimes, un procès d'un crash en pilote automatique qui a été très médiatisé, qui leur a quand même coûté 329 millions. Et d'une manière générale, et pour des raisons qui ne sont pas si claires que ça pour moi, je ne sais pas exactement pourquoi, Tesla a de très mauvais chiffres en termes de sécurité. Ce serait même une des pires marques, hein, selon une étude relayée par Roadtrack fin 2024. Donc voilà, je relis l'article si ça vous intéresse. Et si ça t'intéresse toi, n'est-ce pas, au premier chef d'ailleurs, ouais. Guillaume, globalement, avec une telle image de marque, un catalogue aussi réduit et l'avantage du précurseur qui s'est complètement effacé, il n'est pas étonnant que Tesla patine, quoi. Hein, et Papa Elon, il devrait être à fond pour tenter de redresser la barre et redorer le blason de la marque et voilà, essayer de faire feu de tout bois. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut faire des robots, il se fout en bikini sur X. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute ? Ce mec est tellement une saucisse, je sais pas. T'as vu d'ailleurs dans l'article de Roadtrack, ce qui est intéressant, c'est que t'as listé des éléments qui sont évidemment problématiques sur le plan technique, mais ce qui est marrant dans l'article, c'est qu'il liste à quel point structurellement les véhicules en tant que tels, finalement, ils ont pas plus de problèmes que d'autres, sont même plutôt bien notés dans l'ensemble sur la sûreté, ce qui est hyper problématique, et ils mettent en avant le comportement de l'usager, ce qui laisse imaginer quand même, et évidemment je tire des conclusions qui sont à moitié dessinées dans l'article, mais que le profil type du conducteur d'une Tesla est plutôt un profil très très à risque, et on peut pas ne pas décorréler ça encore une fois de l'image d'Elon Musk. C'est fou quoi, t'as beau faire des véhicules qui sont pas certes exempts de défauts, mais qui sont plutôt reconnus comme sûrs d'un point de vue technique, et ben t'as quand même des plus mauvais, t'as des taux plus élevés de décès par véhicule. C'est assez con quand même. Alors, on va continuer quand même à parler d'Elon Musk et de ses projets parce que plus que les voitures, ce qui l'intéresse lui, c'est ce qui tourne autour de la Terre. Et donc, ça va nous permettre d'enchaîner avec les grands projets de la tech, les projets d'envergure, les moonshots comme on les appelle. Et donc, on va toucher un mot de Starlink, les satellites de Starlink qui se retrouvent en ce moment à jouer ce qui s'avérait être probablement la plus grande partie de Tetris au monde. Oui, c'est vrai quand on parle d'Elon Musk, il y a un autre versant de l'actu qui est plus réjouissant, c'est l'espace. Hein. SpaceX va faire une manœuvre étonnante pour Starlink, ils vont descendre tous les satellites. Pas trop, mais quand même un peu. Il y a quand même 4000 satellites de la flotte qui vont passer de 550 à 400 km d'altitude, progressivement, sur le cours de l'année entière. Alors pourquoi ? Alors, il y a plusieurs avantages déjà à être plus proche. Bon, il est même évident, c'est qu'il y a une légère diminution de la latence, puisque le signal est plus, il met moins de temps à faire des allers-retours, puisque vous êtes plus près. Tout simplement. Et puis d'ailleurs, les satellites eux-mêmes sont plus proches les uns des autres, donc ils se relayent le signal plus vite. Ça doit être un poil négligeable, non ? La différence, enfin, je sais pas le bon. Tant que ça, oui, enfin, okay. ça peut se compter. Non, ça peut être perceptible. Alors, c'est pas énorme, attention, mais ça peut être perceptible. Okay. Mais il y a il y a quelque chose d'autre qui est aussi bien d'être plus près, c'est que le faisceau envoyé par chaque satellite, il couvre moins de surface. Alors c'est évident, parce que vous imaginez une lampe de poche, une lampe torche, quoi. Elle a un faisceau conique, votre lampe torche, de taille fixe. Hein. Si vous l'éloignez du mur, la zone éclairée s'agrandit. Si vous l'approchez, la zone éclairée se réduit. Donc le faisceau de satellite qui est plus près, il va desservir une zone plus petite. Mais du coup, dans les zones denses, c'est un avantage, puisqu'il y aura plus de personnes dans cette surface petite, qui aura un meilleur signal. Mais bon, la principale raison, c'est la sécurité, en fait, tout simplement, parce que vers 500 km d'altitude, c'est là qu'il y a tout le monde, et c'est là qu'il y a le plus de débris. Et donc, si tu descends un peu, tu réduis la probabilité de collision avec des débris. Alors, pourquoi maintenant ? Parce que le Soleil est plus en pétard, tout simplement. L'activité solaire, sur un cycle de 11 ans, le pic a été en 2024, il a été atteint, et là, le Soleil est plus pépère. Quand le Soleil est pépère, l'atmosphère de la Terre rétrécit légèrement. Et on peut descendre plus bas sans avoir de frottement. Enfin, presque pas. Il y a toujours un peu de frottement. Et d'ailleurs,
Qu'est-ce qui fait que les Starlink meurent naturellement, en réalité? Et c'est très intéressant. Un Starlink défaillant, il va pas maintenir son altitude. Un Starlink qui répond plus, quoi, qui est complètement en rade, ben, il va pas maintenir son altitude pour l'éternité. Il va être freiné très progressivement par les particules qui ont une très très haute altitude, comme ça. Il va perdre l'altitude petit à petit, et puis il va donc tomber très lentement jusqu'à tomber vraiment plus. Enfin, quand il atteindra les couches plus hautes de l'atmosphère, plus denses, il va se mettre à cramer, il va être détruit dans l'atmosphère. Ça se fait naturellement. Et le truc, c'est que ça se fait en quelques mois, si vous n'êtes pas trop loin, hein, et ça dépend de la hauteur de l'atmosphère, quoi. Idéalement, il faudrait que ça se fasse en quelques mois. Ce tri, finalement, se fait en quelque sorte naturellement, en quelques mois, et quand il y a assez de frottement. Mais quand l'atmosphère rétrécit, justement, il y a moins de frottement. Et donc, à 550 km d'altitude, quand il y a moins de frottement, un Starlink décédé, il peut rester en l'air des années. Et c'est emmerdant. Du coup, on baisse tous les Starlink, comme ça, et le processus de tri, de recyclage naturel, en quelque sorte, se fait automatiquement à nouveau. Et au passage, SpaceX qui pourrait entrer en bourse, on reste dans les projets d'Elon Musk. Oui, cette fois, c'est le Wall Street Journal et The Information qui ont publié un article très étonnant. SpaceX se préparait à faire une IPO, donc entrer en bourse, hein, une Initial Public Offering. C'est inattendu, ça représente même un 180 degrés complet par rapport à tout ce qu'Elon a toujours dit, et même par rapport à la logique de vouloir à tout prix coloniser Mars et tout ça. Alors parce que, bon, pourquoi faire? Pourquoi vous rentrez en bourse? Pour lever du fric, bien sûr. Alors combien? Beaucoup. La compagnie vise une valorisation de 1500 milliards de dollars et pourrait lever 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars d'entrée en bourse, c'est énorme. Hein. Ce serait la plus grosse IPO de l'histoire. Le record actuel, c'est Aramco, qui est la compagnie pétrolière saoudienne et qui a levé 29 milliards. Et Aramco, vous vous doutez, c'est une boîte monstrueuse. C'est une boîte les plus riches du monde. Mais SpaceX, c'est un poids lourd aussi. Hein. D'elle dépend notre accès à l'espace désormais. C'est pas exagéré de dire ça, c'est pas exagéré de dire que l'accès de l'humanité à l'espace dépend de SpaceX quasiment. Parce que si on part du principe quand même que 90% du tonnage envoyé dans l'espace annuellement passe par des fusées de SpaceX. Donc évidemment, dans ces conditions, on peut dire que même la NASA est complètement de fait dépendante à SpaceX pour envoyer ses sondes. Donc c'est une boîte stratégique, et avec un business pareil, on pourrait penser que c'est une boîte qui gagne déjà beaucoup d'argent. Et c'est le cas. Sans doute plus de 20 milliards de revenus, soit un budget comparable à la NASA elle-même. Ce sont des estimations parce que justement les chiffres ne sont pas publics. Boîte privée, on ne sait pas vraiment. Mais justement, la compagnie est privée et depuis sa fondation en 2002. Et jusqu'à présent, c'était logique. Parce que Musk, quand même, il suit un objectif de très long terme qui est très ambitieux et qui n'a pas de rentabilité immédiate. Et donc, il voulait être à l'abri des spéculations et des exigences des actionnaires. Coloniser Mars, c'est le dada d'Elon, on le sait très bien. Ça pourrait être rentable sur le très très long terme. On ne sait pas. Ouais. Dans les décennies qui viennent, ça va surtout coûter plusieurs couilles. SpaceX lui-même estime qu'il faudra dans les 1000 fusées Starship, pas 1000 lancements, 1000 fusées et 10 000 lancements pour acheminer 1 million de tonnes de matériel et créer le début d'une colonie à peu près autonome sur Mars. Bon, que ça soit réaliste ou pas, que ces chiffres soient exactement réalistes ou pas, on s'en fout. Ce qui est clair, c'est que ça coûterait une fortune, et ça sans aucun retour sur investissement, avant très longtemps. Et d'ailleurs, la NASA, elle fait pas ça. La NASA paiera jamais pour ça. La NASA fait de l'exploration, elle fait pas de la colonisation. Et tout ça, c'est pas précisément ce qui fait rêver des actionnaires. Et ça, Elon le sait très bien. Tu m'étonnes. Donc pourquoi une boîte qui gagne déjà 20 milliards de dollars par an voudrait en gagner 30 de plus en sacrifiant sa liberté et peut-être son rêve ultime? C'est pas évident. Et selon l'entourage d'Elon Musk, la réponse serait l'intelligence artificielle et les data centers spatiaux. D'ailleurs, il a confirmé sur X qu'ils allaient le faire. Sous-entendu, les data centers dans l'espace. Alors, on sait qu'Elon est obsédé par l'IA et par les robots. Tesla, on sait quelque chose. Et puis, il y a xAI, bien entendu. Et xAI a des besoins de puissance de calcul. Et les Optimus aussi, Tesla aussi d'ailleurs. Et Elon voit une convergence dans tout ça, et il a un plan. Avec Starship, on pourra construire des mini data centers spatiaux au sol. Parce que Starship, ça peut envoyer des gros tonnages, des gros volumes, des plus gros volumes en tout cas. Donc, on peut éventuellement imaginer ça. Bon, les envoyer dans une grosse fusée, tu fabriques tes trucs au sol, tu les envoies dans une grosse fusée. C'est bien, mais c'est que le début de l'histoire. Et là, attention, ça part loin. Ça part en mode SF, en mode science-fiction. La vision d'Elon, c'est de fabriquer des usines de satellites sur la Lune et de les satelliser de là. Parce que, évidemment, c'est beaucoup plus simple. La gravité de la Lune, c'est 6 fois moins que celle de la Terre. Donc, forcément, c'est beaucoup plus facile de lancer quelque chose, de partir de la Lune.
C'est à tel point qu'on pourrait même satelliser des trucs avec un canon électromagnétique. C'est-à-dire que tu peux envoyer des satellites sans fusée. Et donc gratuitement, parce qu'un canon électromagnétique, si tu lances bien fort, hop, une canon, c'est une catapulte quasiment. Non, mais c'est presque ça en fait. Hein. Donc, je dis canon électromagnétique, c'est une sorte de catapulte. Hein. Une catapulte électromagnétique, ça utilise des électroaimants qui accélèrent, une nacelle, qui envoie le truc, et ça suffit en fait. Et cette nacelle, finalement, elle utilise de l'énergie électrique, et donc l'énergie électrique, tu la prends avec des panneaux solaires, et donc en gros, tu envoies tes satellites gratuitement. Tu utilises de l'énergie solaire qui est abondante dans l'espace et sur la Lune. Et donc, ça change tout. Un truc est fini, le satellite, il est fini, il part en camion, il est lancé dans la foulée, hop, c'est terminé. Alors, évidemment, tout ça va coûter énormément d'argent, c'est démentiel. Pour fabriquer ce qu'il faudrait faire sur la Lune, ce serait un truc de fou, quoi. Et donc, bon, si SpaceX fait une IPO, il va récupérer, disons, entre 1 et 2 ans d'avance de trésorerie. Dans la tête de Musk, ça se répond. Les Optimus constitueront une main-d'œuvre importante pour le projet martien. Les data centers spatiaux aident à développer les IA, des robots et en général. Tout ça reposant sur la connectivité de Starlink, d'ailleurs. Lancer des trucs depuis la Lune, ça pourrait servir aussi au projet global, d'envoyer des trucs sur Mars et ailleurs. Et SpaceX aura de toute façon besoin d'argent pour tout. Donc, quoi qu'il arrive. Ce qui semble clair, c'est que Musk est en train de jeter SpaceX dans la course à l'IA aussi, alors qu'elle en était un peu protégée, un petit peu protégée de tout ça depuis. Et ça, c'est un vrai risque pour la boîte. Parce que si elle s'expose à l'IA, elle s'expose aussi à la bulle de l'IA. Si ça se trouve, dans 2 ans, SpaceX aura dépensé des dizaines de milliards pour des débuts de data centers dont personne ne voudra s'occuper, et sera devenu esclave de ses actionnaires, et tout ça pour que dalle. Après Tesla et Twitter, il semble bien que ce soit le tour de SpaceX de subir le melon énorme d'Elon Musk. Bon courage à lui. Bon, après, peut-être que j'ai tort, peut-être qu'il est vraiment visionnaire, et peut-être que dans 10 ans, on aura des usines sur la Lune qui enverront, par catapulte électromagnétique, des satellites, des data centers entiers graviter autour de la Terre, je ne sais pas. Croyez-moi, si ça arrive ou si c'est sur le point d'arriver, on vous en reparlera. On fera des épisodes probablement dédiés sur le sujet. Et quelque part, tu sais quoi, dans le fond, je souhaiterais presque qu'il y ait des projets de cette envergure parce que putain, qu'est-ce que ce serait excitant de traiter des sujets aussi énormes dans des podcasts. Ce serait cool en vrai, ce serait trop cool. Bon, écoute, on verra. C'est pas gagné à mon avis, mais bon. Et d'ailleurs, alors, pendant qu'on parle effectivement de SpaceX et de l'envoi donc de masse de satellites facilités grâce à SpaceX, on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'on peut faire grâce à cette possibilité, et notamment des projets qui se basent sur des très gros satellites. Bah pourquoi pas, on peut y aller, on peut tout faire, Guillaume. Oui, puisqu'on aura bientôt de très grosses fusées, enfin des plus grosses fusées, et ben c'est aussi normal qu'on ait des plus gros satellites. C'est marrant, je me souviens de la tendance absolument inverse, c'est le début des CubeSats par exemple. Il n'y a pas si longtemps, on se cassait la tête à faire des satellites plus petits, le plus petits possible, avec des volumes de l'ordre du litre, aidés par la miniaturisation des capteurs, tout ça. Ça permettait à des universités de lancer quand même des appareils dans l'espace, malgré des coûts au kilogramme qui étaient très élevés à l'époque. Bon, bah ça vous oubliez, parce que désormais, Big is Beautiful, une start-up qui s'appelle K2, vient de lever 250 millions de dollars supplémentaires pour créer des SUV de l'espace. Alors, ils vont proposer des châssis, vraiment, en 2 classes, méga et giga, qui sont, comme leur nom l'indique bien, gros et très gros. Le méga est déjà de la taille du plus gros satellite jamais construit. Il fait à peu près 3 mètres par 3. Le châssis peut accueillir 3 tonnes de matériel. Il offre 30 kW de puissance via des panneaux solaires massifs. Le giga est encore plus impressionnant, puisque c'est un châssis de 6 mètres par 6. 15 tonnes de charge utile, 110 kW de puissance d'énergie solaire, et c'est en fait plus que n'importe quel autre engin spatial, hormis l'ISS. Alors, les châssis sont équipés de réacteurs aussi, bien entendu, pour pouvoir manœuvrer. C'est des réacteurs ioniques qui ont une puissance entre 4 et 20 kW. Bon, on tient là peut-être ce à quoi ressemblera un serveur orbital à terme, dans lequel on mettra des GPU, plus ou moins. C'est vertigineux. Ça implique aussi que les Starship ou les futurs New Glenn soient opérationnels rapidement pour les envoyer, ces trucs-là. Mais les investisseurs y croient, et K2 a déjà pour 500 millions de contrats, donc il y a une demande. En tout cas, pour le moment, il y a une demande pour ces trucs vraiment mastoc, quoi. Incroyable, c'est énorme ces trucs-là. J'arrive à me demander, naïvement, je me disais ça va pas aider à résoudre les problèmes de pollution lumineuse, mais je me dis qu'on peut peut-être faire très gros et pas forcément plus voyant, plus gênant, mais bon, je me rends pas compte. Non, mais en fait, c'est le nombre qui fait que la pollution lumineuse, c'est pas vraiment la taille. C'est moins la taille, c'est la réflectivité et le nombre surtout qui est chiante, je pense.
Et la réflectivité, effectivement. C'est vrai que sur la photo là, qu'il y a dans l'illustration de l'article, ça ne donne pas l'impression que la réflectivité ait été diminuée. Mais bon, je ne me rends pas compte. Bon, allez, l'espace, c'est aussi un environnement plutôt vide. Alors, c'est pas tout à fait vide non plus, hein, mais en tout cas, c'est un peu plus vide qu'en pleine atmosphère terrienne. Et ça permet quoi ? Eh ben, on leur en avait parlé justement des projets de data center dans l'espace, mais en 2026, croyez-moi, on va plus loin. On parle désormais carrément, alors peut-être pas sur la Lune encore, mais des petites usines, hein, Guillaume, l'espace, ça permet de fabriquer des trucs en évitant facilement les contaminations. Par exemple, des processeurs, ce serait top ça, Guillaume, non ? On peut penser que fabriquer des satellites sur la Lune, c'est un peu perché, c'est même mon cas d'ailleurs, mais bon, la fabrication dans l'espace, l'usinage même, c'est déjà à l'étude, en orbite. Alors, des usines en orbite, c'est peut-être encore plus fou, et pourtant, il y a une start-up anglaise qui étudie sérieusement la possibilité de créer des semi-conducteurs en apesanteur. Alors, sans gravité et dans ce vide comme ça spatial, les atomes ont tendance à se cristalliser plus facilement et mieux, de manière plus pure. Ça fait des cristaux plus purs, avec moins de défauts, jusqu'à même 4000 fois moins de défauts apparemment. Et bon, on sait qu'il faut du silicium très très pur et très très bien formé pour faire des semi-conducteurs ultra performants dont on a besoin aujourd'hui, quoi. Parce que voilà, c'est quand même des composants qui font quelques atomes de large sur ces puces. Donc il faut que le substrat soit vraiment très pur. Et avoir de la bonne cam super pure, c'est plus facile quand t'as pas de gravité. Le seul petit détail un peu chiant, c'est qu'il faut être en orbite et donc il faut lancer des trucs. Mais bon, qu'à cela ne tienne, Spaceforge, c'est quand même un nom qui pète la classe. Hein. C'est vrai que c'est classe. Tu bosses où ? Chez Spaceforge. Oh putain, c'est quand même. Hein. Et c'est à Cardiff, si ça t'intéresse. Ils vont lancer une espèce de four en orbite. C'est une sorte de gros four à micro-ondes qui devra valider qu'on peut produire en orbite des petits semi-conducteurs qui seront d'une qualité exceptionnelle, de très très bonne qualité. Il faudra aussi valider que ces super matériaux peuvent être renvoyés sur Terre sans être complètement détruits ou abîmés, parce que voilà, faut les récupérer. Alors ils envisagent de les larguer comme ça dans des trucs, dans des coques protectrices, pour voir si on peut les récupérer sans qu'ils soient complètement cramés. Donc, il y aura un démonstrateur qui sera lancé cet été, et à terme, la boîte pourrait prévoir de lancer une grosse mini-usine qui pourrait produire assez de silicium pour créer quelques milliers de puces. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça sera rentable ? Pour l'instant, c'est assez incertain. C'est encore très préliminaire, tout ça. Hein. L'idée est là, quand même. Et c'est vrai qu'une démocratisation de l'accès à l'espace avec des fusées réutilisables comme on a aujourd'hui, et puis de très grosses fusées réutilisables comme on aura probablement demain, ça amène naturellement de nouvelles applications de l'espace et comme la fabrication en gravité zéro, hein, ça en fait partie. Pour des matériaux, pour diverses substances chimiques, hein, pourquoi pas. On peut commencer à entrevoir une viabilité économique dans le futur, à je ne sais pas quel horizon, hein, mais bon, c'est quand même quelque chose de nouveau. C'était complètement impensable il y a 10 ans. Ça va être exploré, en tout cas, ils font les tests. On enchaîne et on termine cet épisode, ce premier épisode de 2026 avec la première rubrique jeux vidéo. Et 2026 et jeux vidéo, il va falloir s'y habituer. Ce sera un problème parce que qui dit jeux vidéo dit machine de jeu et qui dit machine de jeu dit de la RAM. Et ça va pas arranger l'industrie du gaming que d'avoir des problèmes autour de la disponibilité de la RAM. Alors, en fait, c'est marrant parce que les précédentes générations de consoles dites next-gen, donc de la génération actuelle, avait été plombée par le Covid, donc il y avait des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Ils se disaient, bon allez, ça c'est derrière nous, on va pouvoir développer maintenant des nouvelles générations de machines sans ces soucis-là, et bim, nouvelle tuile, et j'ai l'impression que ça va même faire peut-être, je sais pas, encore plus mal, Guillaume, je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte. Mais... oui, non, si ça va faire très très mal. Hein. 2026 sera l'année de la pénurie de RAM, l'année de la tech chère, de plus en plus chère. C'est acté, hein, le co-PDG de Samsung Electronics le dit lui-même, aucune entreprise n'est immunisée, une hausse de prix est inévitable. Bon, voilà. Donc en gros, tout ce qui a une puce mémoire va augmenter, plus ou moins. La situation est telle d'ailleurs que les fournisseurs ne font plus de contrats à long terme, ou seulement à quelques gros acteurs vraiment triés sur le volet, quoi. Tiens, c'est l'expression désuète, ça a trié sur le volet. Hein, alors, ça vient d'où ? Et non, mais c'est pas un volet de fenêtre, hein, c'est le volet, à l'époque, au Moyen-Âge, et bon, même pas au Moyen-Âge, mais disons, avant, hein, quand on faisait ce genre de choses, à la main, c'était le linge ou plus tard le bol aussi, qui permettait de trier le bon grain et livret. Quand on triait à la main le bon grain de livret, autre expression désuète. C'est l'inception des expressions désuètes. Livret, c'est une plante qui peut être toxique à haute dose, donc il fallait la virer en fait du grain, parce que quand on moissonnait aussi un petit peu d'autres trucs. Et puis donc on triait le bon grain, et donc pour trier le bon grain, on utilisait un linge ou un bol, et puis ça s'appelait le volet. Donc trier sur le volet, c'est juste de trier en fait.
tout simplement. D'accord, ok, bon, c'est très simple. 2026, préparez-vous, un des livres qui sera les plus vendus, c'est les explications des expressions désuètes par Guillaume Poggiaspala. Réservez votre ouvrage. Revenons-en, Guillaume, à notre sujet. Oui, bref, c'est vrai. Donc, seuls Lenovo, Dell ou Apple peuvent prétendre avoir des contrats sur plusieurs mois maintenant pour avoir de la RAM. Les autres doivent renégocier les prix en permanence, des prix qui fluctuent à la hausse la plupart du temps. Des constructeurs comme Mediatek revoient leurs priorités aussi pour se focaliser sur les puces IA. Parce que c'est un marché qui a des marges beaucoup plus grosses que les puces mobiles, et donc ils espèrent des milliards de profits d'ici à 2027. Et l'IA risque d'assécher toute la tech grand public, ce train-là, c'est assez étonnant. Et d'ailleurs, il se murmure déjà que Microsoft et Sony pourraient repousser leurs futures consoles, donc les PS6 et les Xbox, les autres prochaines Xbox, quoi. PS5 et Series X sont quand même sortis en 2020, et c'est vrai qu'une nouvelle génération devrait du coup arriver vers fin 2027. Ce serait à peu près logique. Mais si ça continue, ce sera peut-être pas le cas, et c'est Tom Anderson qui relaye ça sur Insider Gaming. Bon, il est en général bien informé, même si ça reste une rumeur. C'est quand même assez plausible, parce que dans l'état actuel des choses, c'est logique. On sait que la prochaine console, déjà les prochaines consoles ne seront pas données, et surtout la future Xbox, qui sera aussi un PC. Et d'ailleurs, on voit mal comment elle pourrait avoir moins de 32 Go de RAM, ce serait vraiment bizarre. Et 32 Go de RAM, ça pourrait représenter un surcoût pas négligeable, plutôt autant que ça serait forcément de la RAM très rapide. Et la future Xbox sera déjà une machine chère, on en est certain. Une machine qui sera ouverte aussi, donc à plus faible marge sur les jeux. Et ça, ça veut dire que ça pourrait être la RAM, le prix de la RAM, le prix des composants en général, pourrait être la goutte d'eau qui dilue totalement la pertinence d'acheter une console en réalité. Et la PS6 sera probablement un peu moins chère d'après ce qu'on sait, mais la problématique est un peu la même. La pénurie de RAM va peut-être rallonger la durée de vie de nos consoles chéries, c'est possible. C'est pas forcément plus mal, il y a de très belles choses qui vont arriver d'ailleurs sur cette génération encore, on va pas s'ennuyer. Surtout d'ailleurs si on peut tout émuler sur la PlayStation 5. Effectivement, parce que la PlayStation 5, elle va être de plus en plus polyvalente. Il y a une actualité un peu compliquée là-dessus, mais on va pouvoir probablement très prochainement jailbreaker la PlayStation 5. En tout cas, j'imagine qu'il y en a plein qui œuvrent à ce sujet. Et qu'est-ce qui déclenche ça ? Il semblerait, Guillaume, comme beaucoup, Sony a perdu les clés, c'est ça ? Il a perdu ses clés, exactement. Puisqu'on parle de la PlayStation, on peut mentionner donc que sur PSDev Wiki, un beau jour de la toute fin 2025, sont apparus ce qui semble être les clés cryptographiques pour le bootloader de la PlayStation. Tiens donc. Si c'est confirmé, ça veut dire qu'on peut faire booter ce qu'on veut sur la console et exécuter à terme absolument tout, de Doom à des copies pirates de jeux. On peut lancer n'importe quel émulateur jusqu'à la PlayStation 3 bien tassé, et on pourra sans doute même transformer tout ça en PC Linux pour jouer pour jouer sur Steam avec Proton, même, je ne sais pas. Oui. On n'en est pas là, mais c'est potentiellement game over pour toutes les PlayStation actuellement en circulation. PlayStation 5, parce que ce sont des clés stockées dans le matos, c'est non modifiable, c'est stocké dans les puces, c'est pas patchable. Sony va très certainement changer les clés à l'avenir, mais il y a quand même 60 millions de PlayStation 5 qui sont chez vous, chez les gens, et c'est peut-être pour elle tout un autre univers qui s'ouvre, même si bien entendu Sony mettra des contre-mesures sur le online, évidemment. Bon, on verra comment ça tourne, mais peut-être que c'est une phase très importante dans le jailbreaking, comme tu dis, de la PlayStation. Incroyable. Écoute, ça ne concerne pas la PlayStation 4 aussi Non, je dis des bêtises. Je crois pas. C'est que la 5, je crois pas. Merci beaucoup en tout cas Guillaume pour cette revue. Alors, j'ai pas vu si la petite info que tu avais prévue aussi dans les jeux vidéo, tu l'as déplacée pour le supplément ou pas. C'était le mutant gaming du moment. Je sais pas si on en reparlera. On peut en dire deux mots finalement. On en touche un mot quand même. C'est le mariage entre un Samsung Galaxy Fold et une Switch. C'est important qu'il faut qu'on le. Oui, mais ça vient du CES, ça d'ailleurs. C'est peut-être la première console avec écran pliant. Donc on avait déjà des consoles Android ou Linux façon 3DS, donc tu pouvais replier avec deux écrans. Mais celle-ci, c'est vraiment façon Galaxy Fold, c'est-à-dire qu'elle se plie en deux. Alors Galaxy Fold, mais elle se plie en deux, évidemment, comme un téléphone qui se plierait horizontalement, pas comme un livre, elle se plie horizontalement. Donc c'est pour réduire les dimensions de la console, qui a la taille d'un portefeuille qui est replié, mais qui a un écran de 8 pouces en 4 tiers qui est une fois déplié. C'est d'ailleurs le nom de cette machine, qui s'appelle la One X Sugar Wallet. Donc wallet comme portefeuille, un portefeuille qui va sans doute bien défoncer le tien, puisqu'on annonce quand même un écran OLED pliant de 8 pouces et un Snapdragon haut de gamme dans un truc qui coûterait 2000 balles, je sais pas. Si on se base sur les prix des téléphones analogues, ça va pas être donné, quoi. Bon, du coup, la pliure a l'air très visible, comme sur les téléphones actuels, quoi. Je suis pas sûr que ce soit super agréable, en fait, d'avoir une
pliure au milieu de l'écran en permanence. Tu vois, tu as une barre verticale en pliant, même quand c'est déplié, quoi. La console se plie verticalement, hein, donc comme une DS, on le rappelle, mais donc tu vas avoir une barre horizontale comme ça en permanence. Je demande à voir. Je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça en réalité. Écoute, moi j'aime quand il y a des projets comme ça ambitieux qui proposent des nouveaux projets d'usage. Après, effectivement, je miserai pas beaucoup non plus sur la pertinence du truc à long terme, mais au moins vous l'aurez vu passer. Merci beaucoup Guillaume pour cette sélection. Je vous invite évidemment, si vous appréciez Tech Café, si jamais ça vous est utile et que vous passez évidemment un bon moment, à venir envisager, si vous n'êtes pas déjà abonné, un abonnement sur patreon.com/Tech Café. N'hésitez pas non plus à venir vous abonner sur les plateformes vidéo. Guillaume, où te retrouve-t-on en 2026 ? En 2026, est-ce qu'on va enfin pouvoir te retrouver quelque part, Guillaume ? Voilà, vous me retrouvez dans le prochain épisode de la meilleure telenovelas du moment, n'est-ce pas, Pognon et Sentiments. Oui. On continuera de suivre le triangle amoureux Warner, Paramount, Netflix. Oui, j'espère qu'il y aura beaucoup de sang et de larmes. J'imagine qu'il y aura même des spin-offs si vous êtes en demande. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, guillaumevendée.fr. Et puis, chaque vendredi matin en live sur Twitch et YouTube. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Et bonne année. Et oui, tiens, bonne année au fait. Allez, bonne année. Et bonne année la au santé. fait. Hein. La santé.